monde, c'est comme si c'était en fait une planète météo. Puis sur cette planète-là, il y a plusieurs images. Donc, il peut y avoir du soleil, de la pluie, du vent, du froid. Puis les exemples qui sont là, c'est justement pour donner des exemples qui peuvent ressembler étrangement à des émotions, à des sentiments puis à des états. Moi, j'ai comme tout mélangé ça ensemble parce que je trouvais vive la simplicité. Hein? Donc, on montre des images de météo, puis on essaie de deviner à quoi ça nous fait, à quoi ça pourrait ressembler aux émotions qu'on vit à l'intérieur de nous. Puis moi, dès l'âge de 2 ans, avec des petits en centre de la petite enfance, les enfants comprennent déjà à l'âge de 2 ans. Ils sont capables d'aller pointer certaines météos avec leurs petits doigts, poum, 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 et ça jusqu'à l'âge de 11 ans, les grands qui sont en 6e année, qui réussissent à pointer des météos. Puis autant c'est une difficulté pour l'enfant jeune à 2 ans, parce que là, il est en éveil et il est en connaissance de lui, que autant c'est difficile à 11 ans, parce que justement, il n'a pas eu ce langage-là à quelque part dans sa vie. Donc, est-ce qu'on pourrait prétendre que ce langage-là peut être anodin pour un jeune de 11 ans? Je ne suis pas certaine, parce que là, maintenant, je l'enseigne à des adultes qui ont oublié cette parcelle de vie-là, puis grâce à la météo, ils arrivent à exprimer des choses. Donc, finalement, c'est comme si on essayait d'avoir un langage créatif, inspiré, un langage qui est comme non menaçant, justement, parce que pour un enfant, ce qu'on a remarqué, c'est que c'était beaucoup plus facile de dire qu'il était dans l'orage que de prononcer qu'il était dans la colère. Pourquoi? Parce que bien souvent, colère est associée à c'est pas gentil, ça, ou ça devrait pas être dans ton corps, ou tu devrais pas être en colère. Donc, beaucoup d'enfants font d'innombrables pirouettes pour refouler à l'intérieur d'eux. Donc là, on arrive avec une charte comme ça. Ah, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. C'est totalement pareil, finalement. Mais quand il arrive à nommer, je suis dans l'orage avec un peu de pluie puis un peu de vent, c'est exactement comment il se sent. C'est exactement pile poil. Même si moi, là, je ne sais pas ce que ça veut dire pour lui d'être dans l'orage avec la pluie et du vent, mais lui, il sait exactement. Et c'est ça qui est important pour lui. C'est ça qui est important. Ça permet de le déculpabiliser par rapport oui. à ce que tu dis, à ces émotions sur lesquelles souvent on veut mettre des couvercles parce qu'on nous dit c'est pas bien, c'est pas bon. Donc, plus un jeune va être habitué rapidement à reconnaître les sensations que crée l'orage dans son corps. Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans les mâchoires? Plus un enfant va être habitué rapidement à ressentir les sensations désagréables de la pluie, par exemple, ou du froid, c'est que ça va lui donner une habituation. Il va s'habituer tout doucement, à petite dose, à accueillir cela dans son corps, parce que ça va toujours être ainsi pour le reste du temps. C'est pas parce que je suis habituée de nommer mes émotions qu'aujourd'hui, je vous dis, je suis en colère, que ça m'agresse pas parce que j'ai nommé mes émotions. Non, je les ressens, mais je suis capable d'être en mesure de savoir que c'est inconfortable pour moi, puis j'ai de l'espace maintenant pour l'inconfort. Plus on va commencer tôt dans la vie de l'enfant à ce qu'il reconnaisse que dans son corps, ça arrive dans son ventre, ça va arriver dans sa gorge, plus il va avoir cet espace de juste comme, OK, c'est vrai, ma respiration va plus vite, c'est vrai que mon cœur bat plus vite. Tu sais, il reconnaît ces symptômes-là. Puis il va fabriquer beaucoup moins de cortisol, donc cette fameuse hormone du stress qui nous fait faire péter les plombs, comme on dirait. Donc, plus l'enfant il s'habitue tranquillement, mais avec un cadre bienveillant. Ça veut dire que plus l'adulte va être dans dans les mêmes enseignements. Ça veut dire que moi aussi, j'accueille mes météo cactus parce qu'avec les enfants, c'est comme ça qu'on a décidé d'emmener ça. Les jeunes, on dit, ben Madame Manon, quand on a des météos inconfortables, on dirait que c'est comme si c'était des gros cactus. C'est piquant et c'est dérangeant. Mais moi, en tant qu'adulte, plus j'accueille mes cactus, plus je suis en mesure, quand mon enfant a envie de reconnaître tout simplement que c'est vrai que c'est inconfortable. Parce que moi, maintenant, je sais c'est quoi. Je ne peux pas juger ça. Puis je ne peux pas dire à mon enfant, ah ouais, là, fais une petite pirouette, là, puis va-t'en dans le soleil, mon enfant. Je ne peux pas lui dire ça parce que je sais, moi, personnellement, qu'est-ce que je vis quand je suis là. Fait que je ne peux pas enseigner ça à un enfant si moi, je ne suis pas sur la même démarche. Parce que la vérité là-dedans, là,
c'est qu'on aime comme on s'aime. Fait que si moi, je fais d'innombrables pirouettes pour arriver à être toujours dans le soleil, bien, je vais m'attendre à ce que toi aussi, tu puisses en faire autant que moi. Vas-y, fais-les tes pirouettes pour être dans le soleil parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris. Donc, on a un peu, nous, en tant qu'adultes, à savoir, OK, je peux-tu comme freiner une pirouette, mettons, par jour, à mieux accueillir l'orage, la pluie, le vent, pour offrir cet même accueil, cet même amour à mon enfant, de lui donner ce cadeau de s'accueillir dans l'inconfort. Wow! Magnifique. Et oui, magnifique. Et c'est ce que tu dis, et c'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est que tout commence déjà par soi, Oui. en tant que parent, à reconnaître ce qu'on ressent, à reconnaître qui on est, pour pouvoir mieux accueillir l'autre. Et l'autre, c'est voilà, c'est notre conjoint, c'est nos enfants, c'est tous les gens qui gravitent autour de nous. Mais en fait, ça met le bazar partout, mais on ne s'en rend pas compte et tout le monde le fait. oui, effectivement, en fait, c'est déjà même dès tout petit qu'on entend les jugements, les comparaisons. Alors, comme tu disais, hein, au sein de l'école, mais avec les frères et sœurs, les cousins, cousines, déjà même des fois, avant même la naissance, il y a déjà même des fois des petites choses comme ça qui se créent. Oui, je vais en parler tout à l'heure, en effet, mais c'est dans la partie du non-jugement, je vais en parler parce qu'en effet, tu vois, même la maman, cette grossesse comparée à l'autre, mais on le fait toutes, je l'ai fait. Mais oui, mais oui, c'est justement, on n'est pas dans le jugement, c'est que nous-mêmes, on l'a tous fait et c'est pas de l'imperfection en soi, c'est OK, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut en sortir. Mais c'est vrai qu'il faut en sortir tout doucement. Et c'est juste, voilà, c'est différent. Et en fait, c'est là où je vais expliquer, c'est qu'il n'y a pas de bien ou de mal dans le fait que ça soit différent. Parce que c'est là, en fait, où ça bloque et où on est dans le non-respect. C'est quand on met une étiquette de jugement de bien ou de mal, en fait. Allez voir, donc déjà, soi, en tant qu'homme ou que femme, ou femme, donc vraiment en tant qu'individu à part entière. Quel est, moi, le regard que j'ai sur la différence? Parce que si je ne me pose pas les bonnes questions, de manière individuellement, je ne peux pas transmettre les choses à mes enfants. D'accord? Donc, vraiment, moi, j'insiste là-dessus, c'est qu'on ne peut pas... en fait, dans la congruence de l'éducation des enfants, il y a faites ce que je fais, mais surtout faites ce que je fais. Et ce n'est pas faites ce que je dis, c'est vraiment faites ce que je fais. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué de se remettre en question, donc peut-être que ça va aller un peu titiller là ce que je partage, mais c'est important déjà, bon, moi, je prends du recul, je ne suis pas parent ou quoi que ce soit, mais déjà, je prends du recul, je suis un homme ou une femme, et je me pose vraiment les questions de qu'est-ce que je fais de la différence ? Et par exemple, si vous êtes, on va commencer par les hommes, un petit peu pour changer, mais si vous êtes un homme et que vous regardez une femme, mais en fait, quand vous la regardez, qu'est-ce que vous vous posez, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête sur cette différence homme-femme? Et donc, par exemple, cette femme, en fait, finalement, toutes les femmes sont vénardes, hein, elles veulent que l'argent. En fait, quand on est là-dedans, on est déjà en train de marquer une différence et d'être dans le jugement. Hein? Ou alors, les femmes sont toutes bonnes à faire le ménage. Alors, je prends des stéréotypes, hein, mais... on est bien d'accord que ce n'est pas ce que je dis que tous les hommes pensent ça non plus, hein, mais ce que je veux juste te dire, c'est à un moment donné, c'est déjà se positionner, parce que par exemple, le féminisme, je vais prendre l'exemple inverse, le féminisme tel que ça a été montré ou les combats contre les hommes, je suis désolée, ce n'est que nourrir la différence homme-femme. Ce n'est que ça, ce n'est que avoir des combats en fait. Et c'est là où on n'est pas dans le respect de l'autre en fait, dès ce point de vue-là. Parce que l'autre est un homme, ok, mais en fait, il a ses forces et ses faiblesses. Moi, je suis une femme, j'ai mes forces et mes faiblesses. Et le respect des différences, c'est d'accepter que, en fait, on va être bon sur certains terrains et mauvais sur d'autres. Mais en plus, ce n'est pas une étiquette bien rangée et des cases bien rangées. Et ça, pour moi, je trouve que c'est important. Comment l'extrême masculin, à comparer de l'extrême féminin, va répondre à des questions, va répondre dans une conversation. Et c'est quelque chose que vous pouvez peut-être déjà remarquer quand vous parlez avec un homme masculin.
si vous lui posez une question, par exemple, est-ce que tu veux aller au cinéma ce soir? Il va prendre un temps avant de vous répondre. Et souvent, l'extrême féminin, qui est impatient et qui répond du tac au tac instinctivement, très vite, se dit, mais pourquoi il ne me répond pas encore? Alors, elle va peut-être faire, on pourrait aller voir ce film ou ce film, qu'est-ce que tu en penses? Pendant qu'il est encore en train de réfléchir s'il a envie d'aller au cinéma. Et puis après, il ne répond encore pas parce que maintenant, il est allé de cette première question, est-ce que j'ai envie d'y aller? Ah, est-ce que j'aurais envie de voir ce film? Et on a déjà posé une troisième question parce qu'il ne nous a toujours pas répondu. Et là, on irrite le masculin extrême qui n'a même plus envie de nous répondre. Et ça arrive tout le temps. Et on le voit parce que on le voit déjà entre les femmes. Quand on se parle entre nous, les extrêmes féminins, on va se parler. Moi, je vais dire quelque chose, toi, tu vas dire quelque chose. On se répond, on s'interrompt. Il n'y a aucun problème. La conversation bouge, va très vite. Parce que, encore une fois, on a cet espace qui est plus épais, qui fait que les neurones, il y en a plus et ça va très vite entre le cerveau, cerveau gauche et cerveau droit. Alors que le cerveau masculin, l'extrême masculin qui est plus serré, qui est plus petit, prend plus de temps pour processer l'information. Donc, il va entendre la question et il va y réfléchir. Et pendant qu'il réfléchit, ça prend un petit moment plus qui est confortable pour le féminin, qui n'a pas l'habitude de ça. Et elle se dit, mais pourquoi ça prend si longtemps? Et elle est impatiente. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on explore à fond dans les ateliers, hein, mais c'est quelque chose tellement important quand la femme comprend ça et qu'elle puisse donner un petit peu d'espace au masculin, que ce soit son enfant, son petit garçon, sa petite fille qui a un cerveau masculin, son compagnon, ses parents. Voilà, tous ceux qui sont autour d'elle qui ont un cerveau masculin, si elle a un cerveau féminin et qu'elle a l'habitude de faire tout le temps comme ça, mais c'est comme une torture pour l'extrême masculin. Et en fait, on l'interrompt tout le temps dans son processus de pensée. Et quand on interrompt le masculin, on fait plus que l'interrompre, on l'émasculine. On l'émascule, je ne sais pas le bon mot en français. On émascule en tout cas. Et vraiment, on ne s'en rend pas compte de l'effet négatif que ça a dans la relation. Et la frustration pour l'extrême masculin de ne pas avoir cette pause de réflexion pour pouvoir donner la réponse. Ce n'est pas un problème pour l'extrême féminin de dire quelque chose et puis 2 minutes après de dire l'opposé. Alors que pour l'extrême masculin, c'est une question d'honneur, c'est une question de réflexion, de savoir qui il est, voilà, c'est poser ces réflexions. Ok. C'est intéressant de prendre conscience de ça. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, parce que tu parlais voilà, que des petites filles peuvent avoir justement ce comportement-là, c'est d'aller percevoir quel est le comportement de nos enfants aussi pour percevoir s'ils sont plus féminins, masculins, et agir en fonction de ça. Complètement, c'est comme Maria Montessori disait, tout ce qu'elle a appris, elle l'a appris en observant l'enfant. Et donc, c'est en observant les autres et leurs réactions qu'on va comprendre où ils se situent sur cette ligne et comment on peut mieux les honorer. C'est vraiment l'invitation de cette conférence aujourd'hui, c'est commencer à prendre les petites choses que je vous partage et d'observer les gens autour de vous pour dire, ah oui, là j'ai interrompu mon enfant et ça l'a irrité. Alors que, ou mon mari, ou mon père. Oui, alors après, on n'est pas, c'est ce que tu disais hein, au début, c'est qu'on n'est pas tous non plus 100% masculin, 100% féminin. Il y a des modulations quand même aussi. Complètement. Et elles sont grandes. Et maintenant, avec l'évolution dans le nouveau monde et la nouvelle humanité, il y a de plus en plus d'êtres androgènes. Ouais. Donc, ils sont vraiment équilibrés entre ces deux extrêmes. Mais dans notre culture française, tout ça, en fait, on ne nous le dit pas en fait, dans notre éducation. Et ça devrait être les bases, c'est-à-dire notre alimentation, bien manger, trouver des aliments qui nous nourrissent en termes de santé et pas des aliments en fait, qui nous remplissent. Parce que je ne sais pas si on fait une aparté, si tu vois, en fait, tout ce qu'on nous donne en termes d'alimentation dans les industries, c'est juste des jolis packages. En fait, on nous vend du rêve, quoi. On nous vend du bonheur en package, mais on ne nous vend pas des produits qui sont bons pour notre santé.
Et donc ça, pour moi, on devrait nous accompagner le plus tôt à conscientiser en fait que ce qu'on mange, c'est notre premier médicament en fait. Tu vois, a priori, tu ne tomberais pas malade si tu faisais du sport régulièrement. Donc à chacun de trouver un sport qui lui convient. Si tu avais une alimentation qui était vraiment nourrissante, donc en termes de santé, bon pour ta santé. Et là, on est chacun différent, donc c'est à chacun de trouver qu'est-ce qui est bon pour lui en termes d'aliments, d'avoir un sommeil qui est réparateur, donc d'être très vigilant sur notre sommeil. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai besoin de 6 à 7 heures de sommeil. Donc, à 23 heures, tu peux être sûr que je suis en train de dormir. Et le lendemain, je suis réveillé vers 5h30, 6h. D'aller dans la nature, on vient de le dire, point super important. De s'entourer de gens positifs, super important aussi. Et puis d'essayer d'aller chercher de l'information positive et donc de se couper de l'information négative. Tout ce qui est anxiogène, télévision, radio, tout le mainstream, en fait, tous les médias les plus importants, globalement, je ne tire pas dessus, mais globalement, c'est anxiogène. Donc, autant choisir l'information positive, parce qu'il y en a plein, plutôt que de subir de l'information qui est négative. Donc ça, tu vois, tous ces petits points, si on nous accompagne le plus tôt possible sur les bancs de l'école, avec nos parents, avec tous les professionnels qui accompagnent les enfants, mais c'est pareil, en fait, on fait une humanité qui est différente, parce que les gens vont réfléchir différemment, ils seront plus connectés avec qui ils sont. Et là, on change tout. Pour moi, on change vraiment tout. En fait, c'est l'objectif de ce sommet-là, en tout cas, quel avenir pour nos enfants, c'est d'aller chercher justement tout ce qu'on n'apprend pas à l'école et de l'amener avant, pouvoir éduquer là-dessus, quoi. C'est ça. Effectivement, on n'apprend pas à l'école, on n'apprend pas justement, c'est quoi le bonheur, on ne l'apprend pas. Dans les questions, il y avait, pour moi, je pense que le bonheur, à la base, c'est inné chez l'enfant, qu'est-ce qui fait que l'enfant aussi se coupe du bonheur et comment, justement, en tant que parent, on peut leur retransmettre ça, à part être le modèle. Une fois de plus, c'est notre conditionnement en fait, qui nous met des couches les unes après les autres. Mais notre petit enfant d'intérieur, tout ce qu'on est nous en tant qu'être humain que tu viens de souligner, c'est-à-dire on est empathique, on est bienveillant, on est heureux à la base quand même, on est curieux, on a envie de découvrir, on a un lien social qui est hyper simple avec les gens. Il suffit d'observer les enfants. En 2 secondes, ils vont voir un autre enfant, tu veux être mon copain, ouais, pas de problème. Puis ils vont jouer ensemble. Voilà. À la base, c'est comme si on était déjà équipé de tout. Sauf que le conditionnement de là où on se trouve fait qu'on se met des couches les unes après les autres. Donc, arrivé en tant qu'adulte, il y en a certains à un moment donné qui essayent de se déconditionner de tout ça. Moi, ce que j'observe, c'est que généralement, c'est vers 50 ans. Vers 50 ans, les gens se sont occupés de leurs enfants. Ils ont fait un job généralement qui est alimentaire pour subvenir aux besoins de la famille, etc. Ils n'ont pas fait un job qui les épanouisse. Et donc, à un moment donné, ils ont envie de donner du sens à leur vie, à leur activité. Et donc, ils se déconditionnent tout doucement de tout ce qu'on leur a appris pour se réapproprier qui ils sont réellement. Et donc, si on comprend ça, on comprend donc que les enfants, ils ont déjà, nous en tant qu'enfants, on a déjà tout, donc cette notion du bonheur y compris. Donc, l'idée, c'est d'accompagner l'enfant dans ce qu'il est lui réellement, parce qu'on est quand même tous différents, on a tous des qualités innées, on est tous différents dans l'assimilation d'aliments, enfin, finalement, on est quand même tous différents, mais on a des points qui sont très distinctifs de chacun. Et pour moi, la version idéale de notre système éducatif, que ce soit les parents, l'éducation nationale ou tous les professionnels de l'éducation, c'est justement d'arriver à trouver des outils qui nous permettent d'accompagner l'enfant dans ce qu'il est de plus unique, en fait, dans sa singularité. Et donc, de le révéler un peu comme une fleur, c'est pour ça que je dis que je jardine, de le révéler comme une fleur et hop, de le laisser s'épanouir, mais surtout pas de l'imposer, de rentrer dans une case qui n'est pas lui, en fait. Et c'est ça, en fait, le souci, je pense, de nos sociétés respectives, c'est qu'on essaye de nous faire rentrer dans une case qui ne nous correspond pas forcément. Donc, combien de fois on voit des parents qui sont eux-mêmes médecins, qui ont réussi, qui ont atteint un niveau de prestige, une fonction, etc., et qui forcément veulent que leurs enfants réussissent. Ça, je connais pas de parents qui, enfin si, malheureusement oui. Sinon, je connais pas trop de parents qui ne veulent pas que leurs enfants réussissent. Mais quand même, la question se pose, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire ? Voilà, comme moi, si j'ai envie d'arrêter le tennis et de passer à la danse classique, j'ai le droit quand même peut-être, si c'est un peu ma vie, un petit peu. Et c'est vrai que je vous dis ça maintenant, on a tendance, nous, quand même, à être plus ouverts, surtout si vous êtes là en train d'écouter ce genre de conférence, vous êtes plutôt à vous préoccuper, vous renseigner pour être sûr de donner toutes les clés à votre enfant et de lui laisser tout l'espace d'être heureux. Mais malgré tout, il y a une part en nous
qui est inquiète. Et moi, ça, je le vis en permanence avec le sujet de l'école, puisque j'accompagne les parents d'élèves, par rapport aux notes, par rapport aux études, par rapport à « mais la dictée, il n'est pas enthousiaste, mais il n'aime pas faire ses devoirs. Mais moi, à son âge, moi, j'adorais faire… » Ben oui, voilà, mais ça, c'était toi, ça. Hein, tu sais, je pense à ça, mais il y a les inquiétudes là, dont tu parles, mais il y a aussi le fait que ce soit peut-être lié aussi à des valeurs, tu vois, qui ne sont pas forcément que des inquiétudes, mais peut-être des valeurs comme toi, ton papa, peut-être c'était de la persévérance, ou alors, comment je dirais, être constant, enfin, aller au bout des choses, peut-être, tu vois, c'était peut-être, ça faisait peut-être bien partie sûr. de ses propres valeurs et que pour le coup… Évidemment, et c'était des maladresses, parce que c'était plein d'amour et c'était des maladresses. Ah, mais ça, c'est évident. Mais puisqu'on est là entre personnes qui essayons de changer les choses, et en particulier de se changer soi, pour ne pas mettre la pression à nos enfants. Voilà. On peut garder cette idée de constance et de persévérance, et c'est très intéressant. On en parlera dans l'atelier d'ailleurs. On parlera plus en détail dans l'atelier, comment faire concrètement. Mais, et on peut garder effectivement son envie, ses valeurs, son ambition. Moi, je vous dis ça, je souhaite que mes enfants réussissent leurs études et qu'ils soient heureux. Hein. Donc là, vraiment, je ne vais pas me la ramener. Hein, je suis pas… Voilà. Mais je souhaite d'abord qu'ils trouvent un moyen. Et en fait, plutôt que réussir leurs études, ce que je veux en vrai, et on le décortiquera dans l'atelier, mais c'est plutôt, je veux qu'ils réussissent dans la vie. Je veux qu'ils aient un avenir qui soit rassurant et sécurisant pour eux. Je veux qu'ils soient libres dans leur avenir. Et ça, il y a plein de manières d'y arriver, en fait. C'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas à penser pour mes enfants comment ils vont réussir à atteindre ces valeurs, cette ambition et ces choses que je leur souhaite et pour lesquelles je les élève et pour lesquelles, on verra plus tard, je fais certaines choses en particulier. Mais par contre, chaque fois qu'on se surprend, parce que là, moi, j'ai ma petite anecdote Roland-Garros ou avocate ou femme de médecin, mais vous avez sans doute les vôtres. Donc, chaque fois que vous vous surprenez en train de dire des choses qui ressemblent un petit peu à peut-être ce que vos parents ou vos grands-parents vous disaient et qui vous stressez ou vous aidez pas, c'est l'occasion de garder le bon dans l'intention qu'il y avait là-dedans et de voir ce qui était derrière, de garder ce qui est derrière, mais de réfléchir à comment on peut garder ça sans imposer à nos enfants nos propres rêves, nos propres ambitions. Bon, on en parle souvent, mais c'est le fait de s'élever soi-même pour mieux élever son enfant. Ok, parce que malheureusement, nous le savons tous, mais nous l'oublions, que le changement commence de l'intérieur, par soi-même, puis se reflète vers l'extérieur, sur l'entourage. Donc, si vous avez confiance en vous, si vous avez le courage, si vous avez les techniques, vous allez donner l'exemple à votre enfant. Mais il faut déjà les apprendre, ces techniques. Donc, je vais vous parler à vous en tant que parents, de façon que vous puissiez vous-même pratiquer ces techniques, enfin les solutions que je vais préconiser, et l'enfant verra et vous pourrez aussi lui apprendre. Mais pour moi, c'est simplement ce côté auquel je tiens, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éduquer par l'exemple. C'est vraiment deux principes. Éduquer par l'exemple, c'est vraiment pratiquer soi-même de façon à ce que l'enfant voit qu'on le pratique. Tu sais, c'est pas faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Hein. Ça te parle, je pense. Oui, c'est ça. Mais en fait, on l'a pratiquement dit dans chaque conférence. Ouais. Hein. C'est ça, c'est être, on le dit, être le pour modèle. Ça, je le rappelle, mais… Ouais. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que souvent, demander à quelqu'un de se corriger, que ce soit un enfant ou quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Hein. Alors, c'est sûr que c'est vachement… Et c'est très frustrant quand l'être cher est notre enfant. Donc, vous en avez parlé. Alors, certainement pour tout ce qui a arrêté la cigarette, jeux vidéo, j'en sais rien, téléphone, ça ne sert à rien de leur dire, sinon on continue. Eh bien, pour la confiance en soi, c'est la même chose. Il est très important de dire à son enfant, moi je vois des parents qui disent, mais aie confiance en toi, vas-y, fais-le, prends du courage. Et à côté, l'adulte lui-même, ce n'est pas du tout ce qu'il représente. Quoi, hein. Oui, puis pour un enfant, aie confiance en toi, c'est hyper abstrait. Donc, c'est difficile de toucher ça. Complètement. Hein,
Et quand tu y penses, moi, je trouve qu'un jeune, on va parler aussi d'énergie, il est capable de capter très vite les faiblesses et les limites de ses parents. Donc, si tu prends, par exemple, un plus âgé, un ado, là, il va te dire, attends, regarde-toi, est-ce que tu as confiance ou autre? Donc, tu vois, c'est complètement… Donc, ce que je veux, c'est montrer l'exemple en ayant confiance en moi et en faisant preuve de courage. Voilà, en tant que parent, comment je vais y arriver? Et moi, je mettrais un petit bémol, c'est aussi accepter que de temps en temps, on n'ait pas confiance en soi et qu'on ne soit pas courageux non plus. Parce qu'en fait, même en tant que parent, on n'a pas toujours confiance en nous et on n'est pas toujours courageux non plus. Et voilà, c'est pour ça que cette conférence, quand je te disais qu'il fallait s'élever soi-même pour élever son enfant, moi, j'insiste surtout sur la première partie, tu vois, c'est de s'élever soi-même. Parce que comme tu viens de le dire, on n'a pas toujours confiance, hein, et c'est pas grave. On est là pour montrer l'exemple, on est là pour montrer qu'on peut avoir des moments de faiblesse. Parce que être sur un piédestal pour un enfant, c'est pas ce qu'il y a non plus de mieux. Parce que je veux dire, il dit, je ne vais jamais y arriver à être comme mon père ou comme ma mère. Alors que si on montre nos faiblesses, c'est quelque chose pour lui qui est beaucoup plus atteignable de réaliser. Tu vois, il va réaliser que c'est faisable. Donc, c'est important que vous montriez vos faiblesses. Donc, c'est intéressant de se dire, de comprendre que nos enfants, quand ils nous observent, avant même d'avoir les compétences même physiques ou le développement du cerveau émotionnel, quand ils nous observent, en fait, ils sont déjà en train de faire travailler leur apprentissage de la vie en société et des valeurs que l'on veut transmettre. Et du coup, vraiment, c'est le fait de le savoir. Alors, ça ne veut pas dire, OK, bah, du coup, je me mets la pression parce que si je suis un modèle, et ça, c'est quand même vachement bien parce qu'en termes d'outils éducatifs, je suis déjà un modèle d'éducation pour mes enfants. Et les valeurs que je veux, comme tu disais tout à l'heure, si j'ai un voisin que j'insulte régulièrement, eh ben, il ne faut pas s'étonner que quand il y a quelqu'un qui nous énerve ou qui énerve notre enfant, il va avoir tendance à l'insulter ou à dire des choses désagréables à son égard. Même si c'est vrai. Hein. mais en fait, il faut vraiment comprendre que nos enfants sont le miroir de ce que nous, on leur transmet en premier lieu. Alors moi, je voudrais juste qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus. Ouais. C'est peut-être aussi de déculpabiliser parce qu'on n'est pas, on n'est pas parfait. Donc, voilà, qu'on traite de tous les noms le voisin d'à côté, pourquoi pas, hein, ça arrive. L'important aussi, c'est peut-être de transmettre à l'enfant qu'effectivement, là, on n'a pas respecté nos propres valeurs. Ouais. Et que c'est OK aussi de temps en temps. Oui, alors justement, d'ailleurs, c'était là-dessus que j'étais partie, c'est qu'on est un modèle, mais il ne s'agit pas de se mettre la pression non plus. Il s'agit, en fait, cette information, c'est une information qui est bonne à savoir. Et vraiment, aussi, parfois, on dit, oh là là, quand je l'entends parler, j'ai l'impression d'entendre son père, j'ai l'impression d'entendre sa mère. C'est parce que aussi, on a cet apprentissage de la façon d'être. Mais effectivement, on n'est pas parfait. Et moi, j'adore ça parce que justement, quand je parlais que les difficultés, c'est des opportunités d'apprentissage, lorsque je m'emporte contre mon voisin ou contre un automobiliste qui a fait n'importe quoi sur la route, eh bien, c'est aussi c'est-à-dire j'ai du mal à gérer mes émotions. Et là, pendant le sommet émotion, on en a beaucoup parlé des émotions. Mais c'est justement, qu'est-ce que j'en fais de ça ? Si c'est une opportunité d'apprentissage, comment je peux, si je veux transmettre à mon enfant la valeur de mieux gérer, gérer, on ne parle pas de contrôler les émotions, mais mieux gérer, mieux appréhender mes émotions, c'est qu'est-ce que je fais de ça quand moi j'ai mes émotions qui débordent, comment finalement je vais revenir sur cet événement et comment je vais pouvoir peut-être en discuter avec mon enfant. Dis donc, je me suis vraiment emportée, j'étais hors de moi et pourtant je n'aime pas être grossière, je n'aime pas être dans cet état-là et il faut vraiment que je travaille là-dessus. Et on peut dire à l'enfant que c'est quelque chose qui nous dérange en fait. Et ça aussi, souvent,
on amène nos enfants à vouloir s'excuser, reconnaître leurs erreurs, etc. Si nous-mêmes, on est modèle de ça, de dire, oh là là, dis donc, j'ai pété un câble l'autre fois contre cet automobiliste ou tout à l'heure. Bon, ça ne me ressemble pas. En tout cas, ce n'est pas comme ça que j'ai envie d'être. Alors, là aussi, l'enfant, il apprend en nous regardant, qu'on est prêt à reconnaître nos erreurs et qu'on est prêt à changer. Ça permet de montrer qu'on est aussi vulnérable. Exactement. Et qu'on s'accepte aussi tel qu'on est, qu'on se respecte soi. Oui, qu'on s'accepte. Moi, j'aime bien mettre des bémols quand même. C'est-à-dire que si on s'accepte, s'il y a une forme de s'accepter, oui, accepter son imperfection. Par contre, il y a des gens qui disent oh, je suis comme ça, écoute, c'est comme ça et pas autrement. Moi, ça me dérange un petit peu parce que justement, c'est cette capacité à se remettre en question. Combien de fois on demande à nos enfants de revenir sur leur jugement, de réfléchir et ça aussi, on est modèle de ça avec nos enfants. Et bien, des mois plus tard, quand elle est sortie de l'hôpital, un jour, je l'amenais chez le médecin pour contrôler tout ça. Et en fait, quand on était sur le chemin, elle m'a pris la main fort et elle m'a dit « Maman, tu sais, j'ai toujours su que tu étais très forte et ça m'a aidée. Et je n'ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit « Ah waouh, pendant que moi j'étais dans tellement de peur, elle s'est dit que j'étais forte. » Et que ça lui permettait d'avoir de la force finalement. Et voilà, tout ça c'était pour dire aussi à tous les parents qui vont nous regarder, vous avez beaucoup plus de force que vous ne l'imaginez et ça a beaucoup plus d'impact sur vos enfants que vous ne le pensez. Un peu comme l'impact que moi j'ai eu avec mes propres parents, mais qui pouvaient être aussi des profs, des grands-parents, quand j'ai vu tétaniser et que je me suis sentie très très mal parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de capitaine sur le bateau en fait. Et que vous avez besoin aussi de montrer à vos enfants qu'il y a un capitaine sur le bateau et que ça part pas à la dérive et que même si on traverse une tempête, on trouvera la direction. Et je pense que vos enfants, ils ont besoin de savoir que vous êtes un peu le phare en fait. Quelles que soient les situations, qu'on vive un deuil, qu'on vive un licenciement, qu'on vive une séparation, un divorce, la faillite de votre entreprise, voilà, on traverse des moments difficiles, mais ils ont besoin de savoir que vous êtes un peu comme un phare dans l'obscurité et ça va leur donner de la force. Et même si vous doutez, même si vous avez pleuré et tout ça, parce que c'est pas possible qu'on ne doute pas, mais ne serait-ce qu'en décidant de prendre cette direction, de venir se dire j'ai à montrer un exemple positif pour mon enfant. La preuve en est, dans ce que je vous disais par rapport à ma fille et moi, que même si j'avais traversé des doutes énormes, des peurs énormes, elle a senti quand même une forme de force parce que chaque fois je me suis dit, l'objectif c'est que je la tire vers le haut. C'est pas possible autrement. En fait, c'est montrer de la force dans sa propre vulnérabilité. Exactement, exactement. Parce qu'on est vulnérable en fait. On est aussi touché par les situations que notre propre enfant. Et lui dire juste non mais il n'y a rien, tout ça je suis fort, ça sert à rien. Mais en fait même dans notre vulnérabilité, aller chercher nous-mêmes des outils pour se sentir tenir debout, ça aide notre enfant finalement parce qu'on lui montre que ok c'est pas facile, mais on fait en sorte de tenir debout. Et je crois que c'est ça l'idée de la confiance en fait. Et de pouvoir lui partager aussi nos doutes, oui. Les choses difficiles qu'on traverse. Et finalement l'idée de venir toujours cultiver l'espoir. Ça c'est une grande force de la psychologie positive, de cultiver l'espoir chez nos enfants, de venir dire ok c'est peut-être difficile, mais ensemble on va y arriver. Ce qui nous amène à la foi en la vie. Exactement, la foi en la vie. La foi en la vie, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment à cultiver. Ça, c'est encore certainement mon enfance par rapport à ce que j'ai eu à traverser de ça. Alors, le beau, c'est ce qui nous émerveille. C'est
c'est vrai que je n'ai pas parlé du coup des neurotransmetteurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans les explications trop scientifiques, mais cette méthode, en fait, permet d'activer dans notre cerveau, on a vraiment des neurotransmetteurs, et d'activer ce qu'on appelle une dose. La dose, c'est l'acronyme pour 4 neurotransmetteurs qui sont la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. Alors, pas besoin les bonnes hormones. Voilà, pas besoin de retenir vraiment tout ça. L'essentiel, c'est la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la réussite. C'est vraiment ce qui va nous booster. L'ocytocine, c'est le neurotransmetteur de l'attachement, du lien. Donc, même juste si on n'est pas avec nos enfants, mais qu'on pense à eux, on est relié à eux, donc on va avoir une petite décharge d'ocytocine. La sérotonine, c'est j'ai envie de dire, la sérénité, c'est la fierté, l'accomplissement. Et l'endorphine, les sportifs le connaissent bien, c'est un neurotransmetteur qui agit par contraste, qui endort en fait la douleur. Donc, cette dose au quotidien, c'est justement dans l'entraînement cérébral, c'est ce qu'on va chercher à obtenir parce que ça va provoquer dans notre cerveau eh bien, des décharges d'hormones comme ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup, en fait, de quelques minutes par jour suffisent pour nourrir notre corps et élever notre niveau de bien-être. Et donc, ces neurotransmetteurs, on les obtient par ces 3 petits mots simples, comme je disais, le beau, le bien, le bon. Le beau, donc c'est tout ce qui nous émerveille. Quand on est face à une belle fleur, un coucher de soleil, et là je parle juste de la vue, c'est-à-dire que le beau, il va nous permettre de sécréter de la dopamine. Le beau, on peut l'activer avec nos 5 sens. Donc il y a aussi l'odorat, et on l'oublie souvent. On parle pourtant un petit peu comme la Madeleine de Proust, hein. Il y a des odeurs qui vont nous rappeler des états émotionnels très agréables. Et donc, du coup, chez Miel Citron, c'est vrai qu'on propose des huiles essentielles et que lorsqu'on anime des ateliers sur la gestion des émotions, ben, finalement, on permet aux personnes d'activer le D de cette dose, la dopamine, par les senteurs. Donc, ça peut aussi s'activer par la musique. En fait, ça dépend vraiment de chacun. Heureusement, on est tous différents. Ouais, du canal de réception de chacun. Exactement. En tout cas, c'est vraiment ce qui nous émerveille, ce qui nous met bien. Et il faut justement s'entraîner à le voir au quotidien. Parce qu'on a tous des petits riens comme ça qui peuvent nous permettre de pratiquer cet entraînement cérébral. Il y a des gens qui vont passer leur journée, qui ne vont pas forcément s'attarder sur un coucher de soleil ou une belle fleur et tout. Mais plus on s'habitue en fait à voir un peu avec ses yeux d'enfant, parce que les enfants s'émerveillent et nous, malheureusement, les adultes, on ne s'émerveille plus. Donc, si on conserve un petit peu cet émerveillement, qu'on s'entraîne chaque jour, du coup, le soir, à se dire qu'est-ce que j'ai vu de beau dans la journée, qu'est-ce qui m'a enthousiasmé, qu'est-ce qui m'a émerveillé, eh bien, c'est là où pendant 45 jours, on va s'entraîner en fait à provoquer en fait des décharges de dopamine et du coup être dans cet entraînement cérébral. Oui, c'est ça. En fait, c'est rendre, enfin, moi j'en parle souvent dans les conférences, mais c'est rendre conscient peut-être des choses dont on n'avait pas conscience, dont on n'allait pas chercher. Et ce que tu dis, c'est un entraînement du coup. Et l'entraînement, ça rend plus conscient et c'est permettre de mettre de la conscience dans tout ça. Exactement. Alors, changer les paradigmes. Le deuil est nécessaire pour pouvoir changer de paradigme. C'est-à-dire passer d'un paradigme où on se fait croire qu'on doit tous être indépendants et individualistes à un paradigme d'interdépendance, c'est-à-dire prendre conscience qu'en fait, son fonctionnement a des conséquences sur le vivant. Et vice-versa d'ailleurs. Et qu'on a tous besoin de tout le monde, quoi. Ouais, c'est ce que tu dis. C'est vrai, le mot pour moi, c'est de devenir créateur, quoi, d'être créateur. C'est ça. Et du coup, ça, c'est vraiment le paradigme. C'est ça, et c'est le message, tu vois, pourquoi j'étais heureuse de venir faire ce témoignage et surtout, au-delà du témoignage, parler avec toi et discuter aussi, tu vois, avec toutes ces personnes qui nous regardent. C'est bien prendre conscience que l'éco-anxiété, c'est une occasion qui est donnée pour les enfants, pour les ados, mais aussi pour les adultes, de se laisser transformer par la réalité. Et cette transformation, elle est essentielle parce que le message, c'est de redonner du pouvoir à tout à chacun. Oui, c'est vrai. Tu vois, quand je te disais, tu vois, c'est comprendre les enjeux des générations actuelles, c'est comprendre pour nous en tant que parents qu'on doit redonner du pouvoir déjà à nous-mêmes, aux enfants, mais aussi à nos actions.
qu'on est dans un principe de démocratie participative, et ça, il faut s'en ressaisir, d'accord? Et c'est sur différents plans. Mais ça veut dire que concrètement, on va accompagner nos enfants à innover, à créer, et on ne va pas rester statique, on doit les accompagner en disant, tu veux créer une assos? Allez, on va le faire ensemble. Tu as tel projet dans l'école? Ok, je te soutiens. On y va, on va chercher du financement. C'est ça aussi le rôle de parent, c'est accompagner l'enfant à dire, ok, tu crois que tu n'as pas de pouvoir, mais tu en as, et ensemble, on va le prendre. Oui, ok, les pouvoirs politiques sont dans la cohérence, d'accord? Et clairement, cette cohérence, les jeunes, ils le voient. Et puis nous-mêmes, on le voit. C'est-à-dire que concrètement, voilà, je ne sais pas, on est en train de dire que la grande barrière de corail, l'état de l'écosystème est passé de dégradé à très dégradé. Mais par contre, juste à côté, on est en train de créer une mine de charbon à ciel ouvert qui est autorisée. OK ? Les scientifiques disent et le montrent que la forêt amazonienne, c'est un atout, mais par contre, on continue cette politique de déforestation. Tous ces paradoxes sont là. Donc, bien sûr que les jeunes et nous-mêmes, en tant que parents, il y a un désespoir qui est fait là-dessus. C'est souvent ce que j'entends en disant, oui, mais bon, nous, individuellement, on ne peut pas changer grand-chose. Du coup, on continue à vivre comme on vit parce que, comme ça, au moins, voilà, on croque la pomme et on sera très content. J'entends cet argument. Et c'est un argument défensif qui est normal et qui est entendable. Maintenant, il s'agit de se laisser transformer par la réalité, c'est-à-dire que chacun doit prendre sa responsabilité au sein du collectif. Et notre responsabilité, en tant que parent, c'est d'être face à nos dissonances cognitives. C'est être face au fait que nous-mêmes, nous sommes dans nos propres mécanismes de défense parce qu'on veut lutter contre l'angoisse et contre l'anxiété ou les deuils. Parce que non, on ne va pas s'y en mettre. D'accord ? Et du coup, on ne propose pas aux enfants d'aller vraiment vers des solutions. Donc, ces fameuses dissonances, ces mécanismes de défense qu'on entretient nous-mêmes en tant que parents sont pas la cause, mais font partie aussi de cette éco-anxiété que les enfants vivent. Et je ne le dis pas pour faire culpabiliser notre rôle en tant que parents, je le dis parce que, en tant qu'individu, qu'on soit parent ou pas, on doit tous se laisser transformer par cette réalité et pour pouvoir donner des solutions aux générations. Tu vois ? Mais même en tant que parent, on peut être complètement perdu dans tout ça, quoi. On sait des fois pas mieux qu'eux quelles actions on peut mettre en place. Bien sûr. Peut-être la première étape, c'est juste de prendre conscience, de reprendre conscience qu'en fait, nous, les êtres humains, nous sommes avant tout des êtres de nature. Du coup, juste cette petite prise de conscience de dire peut-être qu'effectivement, actuellement, ça me paraît compliqué d'aller dehors, mais au tout début de l'histoire de l'humanité, on vient bien de là. Donc, c'est aussi pour ça que, pour moi, il y a cette prise en considération qui est, on va dire, la première marche et qui ne peut aller sans l'expérience de nature en tant que telle. Donc, c'est-à-dire sans attente, sans ambition qui serait inatteignable, mais juste le fait de se dire, tiens, aujourd'hui, je m'octroie 20 minutes où je vais aller dehors avec mon enfant. Donc peut-être qu'effectivement avec nos quotidiens et un peu notre course après le temps, ça nous paraît très ambitieux. Si ce n'est pas possible, ça peut être ne serait-ce qu'1 heure par semaine, voilà. Et peut-être de se formuler l'intention d'aller dehors de manière plus régulière parce qu'effectivement, on le sait, on le ressent et de plus en plus d'études scientifiques nous le prouvent. Quand on fait l'expérience de nature, derrière, on fait l'expérience de nombreux bienfaits, à la fois physiques, à la fois psychiques, à la fois sociaux. Et tout simplement, le fait d'ouvrir la porte et d'aller se balader, c'est aussi une première manière de lutter contre la sédentarité. On sait aujourd'hui que les enfants sont de plus en plus sédentaires et qu'il peut y avoir du coup des retombées sur leur santé. C'est aussi se prémunir, on en parlait tout à l'heure, d'états émotifs qui seraient un petit peu difficiles à vivre, sans prémunir ou bien tout simplement les accueillir. Donc peut-être que mettre un pied dehors, ça apaise, ça détend, ça permet de trouver des solutions sans qu'on ait à mettre des mots dessus. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont nous faire du bien et j'ai envie de dire c'est assez simple en fait, c'est juste vous donnez la main à votre enfant et vous l'accompagnez dehors
et sans trop mentaliser l'expérience, vous bénéficiez déjà des bienfaits de la nature. Quel que soit l'âge de nos enfants, parce que c'est vrai que je vois les adolescents, c'est un petit peu plus compliqué. Alors effectivement, il y a des tranches d'âge où ça peut être un peu plus compliqué. Donc on va dire le challenge, ça va être de trouver des portes d'entrée, des atomes crochus pour pouvoir donner envie d'aller dehors. C'est pour ça que je propose volontiers aux parents d'à nouveau renouer avec des yeux d'enfant, avec ce sentiment d'émerveillement qui est assez propre à l'enfance. À nous aussi, adultes, de s'autoriser à jouer. Quand on joue, quand on prend plaisir à être dehors, les enfants nous suivent bien volontiers. Et puis, par exemple, pour ce public d'adolescents, ça va être peut-être de rajouter un peu de challenge dans la sortie, d'inviter en tout cas l'enfant que vous accompagnez ou l'adolescent que vous accompagnez à trouver quelque chose qui lui fait du bien et qui lui donne envie de réitérer l'expérience. Et c'est vraiment la récurrence des balades, des sorties, de l'observation d'une fleur qui vont nous faire du bien. Oui, parce qu'au final, on le sait bien, les enfants, faut souvent les pousser. Et une fois qu'ils reviennent de balade, ils sont heureux parce qu'ils ont justement vécu, touché, senti, respiré. Enfin, ils ont vécu autre chose, quoi. Et souvent, si on en parle, eux, ils savent exprimer qu'ils ont trouvé ça chouette, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, effectivement, il y a des petites astuces pour donner envie aux enfants d'aller dehors. Ça passe par notre vocabulaire. Plus on va mettre du jeu en disant, viens, aujourd'hui, on va aller chercher, pourquoi pas, les petits bonhommes des bois. On va aller rencontrer le cerf de la forêt. Plus on va mettre du jeu, du dynamisme, de la volonté, de l'élan, plus l'enfant va nous suivre. Par contre, si on lui dit c'est l'heure de la balade, il faut y aller, là, peut-être que l'enfant aura un petit peu plus de mal à nous suivre. Donc, c'est à nous aussi, en tant qu'adultes, peut-être d'être attention à son vocabulaire pour donner envie à l'enfant d'aller dehors. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à un point de basculement. Et c'est important d'avoir une vision. Et plus chacun d'entre nous, on peut venir nourrir cette vision ensuite par les actions qu'on a dans notre vie de tous les jours. Et donc, notamment, ce que j'imagine, moi, ce qui me ferait rêver, ça serait vraiment une société qui ressemblerait à La Belle Verte. Donc, c'est un film de Colin Serrault, où en tout cas, on a cette reconnexion à la nature qui est beaucoup plus forte. On pourrait parler aussi de Avatar pour un film plus récent. Et on peut imaginer, par exemple, des lieux de vie écologiques. Alors, ça peut être... moi, j'aime bien les écolieux, les oasis, mais il faut savoir que les écolieux, donc, ce sont des lieux souvent où on a de l'habitat partagé, où on a un groupe de personnes. Ça peut être des entités au niveau d'une famille, mais ça peut être aussi des groupes qui sont des amis, ou ça peut être des gens qui vont devenir amis et qui se regroupent autour d'une vision commune. Les visions peuvent être très différentes en fonction des écolieux. Hein. Et donc, en général, il y a souvent en fait, de la permaculture, de l'alimentation, de la santé au naturel. Donc, on essaye d'incarner déjà aujourd'hui des alternatives pour le monde de demain. Voilà. Oui, donc, dans les écolieux, il y a des partages, il y a du partage. Je ne sais pas, moi, ce que je vois, c'est en gros, il y a une machine à laver pour plusieurs familles. On se prête les choses, en fait. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en mettant des choses en commun, on peut finalement avoir beaucoup plus. Donc, on vient nourrir de l'abondance à la fois au niveau relationnel, mais à la fois, en fait, on va dire, c'est de l'optimisation aussi quelque part. On n'a pas besoin d'avoir tous, par exemple, une connexion Internet. Quand on vit sur un même lieu, on peut avoir une connexion Internet commune. Nous, par exemple, les véhicules un peu utilitaires, style un pick-up, on n'a pas besoin, si on est sur un lieu de plusieurs hectares, un pick-up, ça suffit pour tout le monde, pour transporter la paille, le compost, ce qu'on veut. Donc, on peut avoir une sorte de laverie, en fait, avec un séchoir, avec les machines à laver,
Enfin, séchoir, après, on n'a plus de... Nous, on n'en a pas parce qu'on met le linge dehors, mais voilà, on peut avoir, en fait, on va dire une zone lingerie, en fait. Donc, c'est de l'optimisation. Les écolieux, c'est, voilà, je dirais, c'est de la joie, du partage, et puis incarner dans le concret la vision qu'on souhaite advenir pour le monde de demain. Donc, il y en a quand même de plus en plus des écolieux. Oui, en fait, nous, on a changé de vie en 2000. On a pris la décision en 2009. Après le temps que ça se mette en place, on a vraiment inauguré l'Oasis des Trois Chênes en 2011. Et c'est vrai que j'ai vu en 10 ans, ça explose quelque part. On voit que c'est vraiment en fait un mouvement, c'est une transition de la société. Donc, et ça se fait aussi bien à la ville, souvent qu'à la campagne. On a souvent l'impression que ça va être quelque chose qui est plus, on va dire, rural, mais on peut aussi avoir des habitats partagés en ville et de la permaculture en ville, donc avec quelque chose sur les toits, avec des ruches aussi sur les toits. Il y a des choses à faire où qu'on soit. Ça peut être de l'habitat partagé aussi pour par exemple des femmes d'un certain âge qui n'ont pas envie de vivre toutes seules et qui peuvent se regrouper. Donc, il y a vraiment une diversité de possibilités. Mais pour autant, je pense qu'on vient nourrir des valeurs en fait qui sont, on vient se regrouper, on va dire, sur des valeurs qui sont communes, qui sont le partage, la bienveillance et puis l'écologie, voilà, la permaculture. Ce que Fabienne veut transmettre, je pense, c'est aussi d'aller vers une société plus harmonieuse et non plus heureuse, composée de gens qui vont bien. Et donc tout ce qu'on vous donne, c'est que ça vous parle à vous et que vous soyez plus heureux vous. Donc, s'il y a des choses où vous, ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas et c'est OK. En fait, c'est une boîte à outils comme une autre, en fait, ces 8 principes. Hein. Et c'est bien pour ça qu'il y a des gens qui deviennent taoïstes et d'autres bouddhistes et d'autres autres choses dans le monde, parce que les grandes voies d'évolution dans le monde sont toutes là pour que les gens soient heureux et sont toutes universelles, les grandes voies d'évolution. Mais on le sait, on résonne plus ou moins avec certaines choses. Ça nous parle ou ça ne nous parle pas. C'est comme ça. Et ça, on ne peut rien faire. Hein. Ça, c'est vous qui voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Quoi. Et justement, le dernier principe d'évolution, il s'appelle évolution. Et c'est cette idée de suivre une éthique pour atteindre son bonheur. Et c'est vraiment lié au sommet qu'organise Fabienne. Parce qu'on est dans un moment de la société où, en fait, la société va tellement mal qu'elle nous pousse à nous positionner ou à nous battre pour ce en quoi on croit. Et ça n'a pas forcément besoin d'être des grands combats, j'ai employé le mot se battre, hein, mais ça n'a pas forcément besoin d'être les grands combats, et je vous parle quand même de Gandhi qui lui a mené un grand combat, mais c'est un peu cette phrase de soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et donc, on en revient à la transmission de valeur, à tout ce qu'on disait avant. C'est que ça commence par soi-même. Et du coup, des fois, c'est de se dire, OK, en fait, moi, ça me révolte qu'il y ait de la pollution, par exemple, dans les océans. Par exemple, si vous êtes sensible aux océans, aux animaux qu'il y a dans les océans, au fait que voilà, les tortues grandissent avec un truc en plastique, parce qu'il y a des plastiques jetés dans les océans, etc. Eh bien, c'est de vous dire, OK, comment moi, je le ramène à moi dans ma vie? Eh bien, peut-être que, du coup, je me rends compte que oui, j'achète énormément de plastique, en fait. Je fais le calcul dans ma semaine. Et donc, en fait, encore une fois, comme dit si bien Fabienne, ce n'est pas une histoire de être parfait ou de se flageller, se culpabiliser. C'est mal, j'ai acheté du plastique, j'ai fait mourir les tortues. C'est pas ça. C'est se dire, tiens, c'est chouette parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai du pouvoir, que si moi, j'achète moins de plastique et peut-être j'en parle à mon frère, ma soeur, comme ça, au cours d'un repas, j'ai trouvé une super astuce, en fait, de faire en vrac. J'amène mon tupperware, là, j'ai récupéré des bocaux en seconde main et en fait, maintenant, là où j'y vais, tout est en vrac et tout. Et du coup, vous vous sentirez mieux. Parce que par rapport à ce problème qui vous ronge, de vous dire, mais c'est pas possible, les océans, ce qu'on est en train de faire aux océans et tout, qui est un problème grave, un problème réel et qui peut vraiment vous faire du mal émotionnellement, vous dire, OK, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, s'amuser avec les enfants à faire la liste de tout ce qu'on peut faire en vrac et où on peut ne plus voilà, mettre d'emballage.
Et voilà, il y a peut-être des choses où vous ne pourrez pas supprimer le plastique, mais c'est pas grave, c'est OK. Comme dit Fabienne, on n'est pas là pour être parfait. Et surtout, ça ne rend pas heureux de se culpabiliser en permanence, pas du tout. Et toujours vous dire une chose, c'est que les décisions que vous prenez au moment M, donc au moment présent, ce sera toujours la meilleure décision. Parce que c'est toujours facile, un an après, même une semaine après, de se dire j'aurais dû faire ça. J'aurais dû dire ça à mon enfant. J'aurais pas dû dire ça à mon enfant. Et j'aurais pas dû faire ça à mon enfant. Mais au moment où vous l'avez fait, c'est tout ce que vous pouviez, tout ce que vous aviez en votre possession, vos émotions. C'était là où vous en étiez et vous avez fait de votre mieux. Et vous dire c'était OK. Et aujourd'hui, et voilà, comme je disais, il y a toujours la possibilité de dire à son enfant, comme de dire à un adulte, hein, excuse-moi, j'ai merdé, dans une relation entre deux personnes, c'est toujours possible de le faire. Et donc avec l'enfant aussi, pas dans ces termes-là, bien sûr, mais et ça lui apprend aussi que papa et maman ne sont pas infaillibles, papa et maman peuvent aussi dire pardon. Et ça lui enlève aussi la pression, lui, d'être parfait. C'est une bonne nouvelle. Mais du coup, c'est vraiment ce principe aussi de faire de son mieux pour faire un monde meilleur. C'est vrai que je me souviens de ce moment où on est perdu, on ne sait plus où aller et on se dit mais moi j'ai besoin de savoir en fait. Et en fait, de le savoir, ça ne sert à rien. Il faut le sentir, il faut le vivre, il faut le sentir vibrer, il faut l'expérimenter. Et c'est ça qui a plus de poids que de savoir. Ouais, et peut-être s'autoriser à se tromper. Ah ben, non, mais se tromper, on ne se trompe pas, on expérimente. Il n'y a pas d'échec, il y a pas de... C'est les expériences justement qui font la découverte et la rencontre de soi. C'est-à-dire que si je n'avais pas été chef de projet chez Airbus, si je n'avais pas été chef de projet dans la banque et l'assurance, si je ne m'étais pas perdue dans toutes ces choses-là, je ne me serais jamais découverte. Si je n'avais pas fait ce burn-out à me poser des questions, je ne me serais jamais découverte. Je n'en serais pas là aujourd'hui. Oui, et le chemin n'est pas terminé. C'est ça. Et parce donc, je pense qu'on peut, enfin, c'est ma conviction, je pense que la mission de vie, c'est aussi à certains instants T de la vie. On peut avoir une mission sur un moment donné et une autre voilà, et changer de mission tout au long de sa vie. En fait, voilà, il y aura toujours un fil conducteur, un fil rouge qui reliera tout ça. Mais c'est vrai que la mission, elle a plusieurs étapes, comme pour tout. Et du coup, elle évolue, en fait. Elle évolue avec nous, elle évolue avec ce qu'on fait. Mais comme je le dis, enfin, moi, c'est vraiment une conviction personnelle de se dire que la mission de vie, on la découvre vraiment entièrement qu'à la fin de sa vie. Mais bon, voilà, c'est vrai que la mission de vie, je sais que c'est un sujet qui travaille beaucoup de gens et c'est vraiment un sujet qui travaille aux tripes. Et en même temps, c'est complètement logique et complètement normal parce que quand on arrive à ce moment de sa vie où on se sent bloqué, où on ne sait pas vers quoi avancer, où on sent justement qu'on n'est pas bien, qu'on est enfermé dans cette espèce de zone de confort inconfortable dont on n'arrive pas à sortir parce qu'on a fait des choix et des décisions par simplicité et que ces choix-là ne sont pas en accord avec nous, avec qui on est, avec nos boussoles intérieures, et ben, du coup, c'est compliqué en fait. Et donc, on se rattache à ça, à se dire, ouais, mais si je savais ce qu'était ma mission de vie, ce serait plus facile de prendre une décision et je saurais que j'ai un filet de sécurité. Mais en fait, dans la vie, on n'a jamais de filet de sécurité. Et c'est justement quand il n'y a pas de filet de sécurité qu'il faut y aller. Mais ça, c'est un autre sujet et c'est un petit peu compliqué dans ces moments où ça ne va pas et on a besoin de se rattacher à quelque chose. Du coup, quelle est la relation entre mission de vie et chemin de vie? Alors, du coup, le chemin de vie, c'est ce qui nous amène tout simplement à la mission de vie. Le chemin de vie, en fait, c'est le chemin que l'on marche, c'est le cheminement qui nous mène ou nous rapproche de la réalisation de cette mission. C'est-à-dire que c'est le chemin qu'on va emprunter toute notre vie. Et souvent, on nous dit « Ah oui, je suis sortie de mon chemin de vie. » Alors là, comme petits outils pratiques aussi qui peuvent vous aider à transmettre des valeurs spirituelles et puis éveiller vos enfants à la spiritualité. Donc, il peut y avoir, mettre en place des petits rituels et des petits rituels que vos enfants vont apprécier. Moi, par exemple, il y a une des choses, dans tout ce que je transmets, donc sur la reliance au guide intérieur, au guide de lumière, à la mission d'âme, puis vraiment à la spiritualité en général, je me suis rendu compte qu'il y avait un élément fondamental pour tout ça, qui était d'avoir un taux vibratoire élevé.
ce que j'appelle, ce qu'on appelle un taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est, on va dire, la mesure spirituelle de la qualité et de la quantité de notre énergie, à la fois physique et spirituelle. Et qu'une des façons les plus puissantes, en fait, d'élever notre taux vibratoire, qui conditionne en fait tout notre bien-être, c'est la gratitude et l'appréciation. C'est d'être le plus souvent possible, c'est de développer des états intérieurs de gratitude et d'appréciation. Et donc avec mes enfants, ce que voilà, j'ai commencé à faire avec eux quand ils étaient petites, c'est un petit rituel en fin de journée qui était à table, souvent on faisait ça, voilà. Qu'est-ce que vous avez apprécié aujourd'hui? Donc du coup, elles racontent voilà, ce qu'elles ont apprécié aujourd'hui. Ça leur apprend aussi à mettre leur attention sur, comme on dit, le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide, donc à voir ce qui va bien au lieu de voir que ce qui ne va pas. Donc, qu'est-ce que tu as apprécié aujourd'hui? Et puis, à qui tu as envie de dire merci? Et voilà, donc ça prenait quelques minutes, mais c'était un moment agréable. Ça a toujours été un moment agréable d'échange en famille. Voilà, qu'est-ce que tu as apprécié aujourd'hui? À qui tu as envie de dire merci? Aujourd'hui, on ne le fait plus tous les jours, mais de temps en temps, voilà, encore, on le fait. Donc, voilà, donc c'est les petits rituels, c'est comme ça, les petits rituels de gratitude et d'appréciation. Les petits rituels, ça peut être aussi allumer une bougie ensemble. Voilà, donc là encore, c'est des choses qu'on retrouve même dans certaines religions. Dans la religion juive, il y a cette tradition de chaque semaine, chaque vendredi soir, d'allumer une bougie en famille. Donc, vous pouvez le faire voilà, au moment que vous le souhaitez, allumer une bougie et puis que chacun dise ses intentions ou une petite prière. Ça peut être de faire circuler un bâton de parole, qui fait partie de la spiritualité amérindienne. Et c'est une façon aussi d'éveiller nos enfants à l'écoute de chacun, à écouter puis à se sentir entendus. Dans les outils, il y a aussi le pouvoir des histoires, donc des histoires que vous leur racontez, mais ça peut être également leur lire des livres qui transmettent ces valeurs spirituelles. Aujourd'hui, voilà, on trouve un certain nombre de livres pour enfants qui on va dire, qui transmettent une forme de spiritualité. Par exemple, je sais que nous, on aimait bien Merci les anges de Doreen Virtue. Il y a La petite âme et le soleil de Neale Donald Walsch. Bon, il y en a un certain nombre d'autres. De lire des livres qui soient porteuses de valeurs spirituelles. Il peut y avoir des tirages de cartes. Il y a des oracles, des cartes aussi qui... je sais que le Souffle d'Or en fait des cartes spéciales pour enfants, un peu comme un jeu de cette famille, mais avec des valeurs spirituelles pour les enfants. Et puis les enfants, ils aiment bien les tirages de cartes. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et ce que je voudrais insister par rapport à ça, c'est de tester différentes choses. Donc, je vous ai dit, ça peut être la méditation, ça peut être les rituels de gratitude et d'appréciation, donc les livres, le bâton de parole, allumer une bougie, il y a la prière aussi. Et tu vois, j'ai l'impression que les jeunes actuellement, c'est un peu ça, on va profiter là de l'instant présent maintenant, et on travaille au fil du temps, et si on a besoin d'arrêter de travailler pour profiter, on va profiter. Et puis absolument. Donc effectivement, alors ça vient de plein de choses. Ça vient de ce qu'ils ont vu de leurs parents qui avaient perdu leur vie à travailler et qui n'étaient pas forcément, et quand je dis les parents, c'est nous, qui n'étaient pas forcément non plus très positifs ou heureux dans leur boulot. Donc ils ont entendu des personnes qui râlaient du matin au soir en disant bah oui, il faut que j'aille bosser. Vivement la retraite, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, mon patron il m'enquiquine, les réunions elles m'embêtent, la hiérarchie elle me met des normes, enfin bref, tout ce qu'on peut porter tous les jours qu'on va travailler. Et donc à la fois ils ont entendu ça et à la fois ils vivent dans un état qui est quand même un état providence, donc où effectivement, il faut dire, c'est des enfants qui sont entre guillemets baignés par le chômage, les allocations sociales, familiales, tout ce qu'on veut, et qui donc savent parfaitement que s'ils travaillent 6 mois dans l'année, ils auront 6 mois de chômage. C'est-à-dire que c'est un truc qu'ils ont
qu'ils ont vraiment complètement intégré. Alors, on ne peut pas dire, c'est pas pour ça qu'ils sont feignants. C'est pas pour ça qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. Bon, peut-être un côté ne pas trop persévérer parce qu'on est une société de zappeurs, mais il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on est une société qui leur a appris, au travers des jeux vidéo, etc., à avoir une satisfaction instantanée. Donc, il y a moins de notion de je vais travailler pendant X temps pour aboutir au bout d'X temps à de l'argent ou à autre chose. Donc tout ça fait que ils sont baignés là-dedans. C'est une autre manière de considérer l'argent et le travail. Ça peut être très déstabilisant pour les parents. Je ne vais pas dire vraiment déstabilisant. Parce que c'est pas du tout les croyances dans lesquelles ils ont été élevés, c'est pas la manière de faire. Il y a la peur, parce qu'effectivement, un parent normalement constitué a envie que son enfant soit à l'abri du besoin. Normal. Et donc, forcément, pourquoi est-ce qu'on vous a, vous en tant que parent, répété quand vous étiez petit, travaille à l'école pour avoir de bonnes notes, et qu'après on vous a dit, va travailler pour gagner de l'argent? Tout simplement parce que vos parents avaient peur. Et que vos parents, ils avaient envie que vous ayez une bonne situation, parce que si vous avez une bonne situation, vous avez de l'argent, si vous avez de l'argent, vous allez pouvoir être autonome dans la vie, pouvoir payer votre loyer, avoir un toit sur la tête, manger, payer le chauffage, des choses que tout le monde aimerait pouvoir faire sans avoir à se poser la question. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais bien évidemment, tout le monde aimerait pouvoir manger, se loger, avoir du chauffage ou la clim ou je ne sais quoi, peu importe. Je ne parle pas d'écologie, je parle juste de confort. Donc, effectivement, avoir le truc qui fasse qu'on soit bien dans sa vie. Donc ça, tout le monde a envie pour soi, a envie pour ses enfants. Et donc, effectivement, vos parents avaient envie de ça pour vous. Et donc, ils vous ont dit, travaille, comme ça tu auras un bon boulot. Et si tu as un bon boulot, tu auras de l'argent. Et donc, entre guillemets, moi, mon métier de parent sera fait. Et je serai tranquille. Il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai, inconsciemment. Oui. Sauf que les enfants, vous leur dites ça, ils vous disent non, je m'en fiche. Et donc, il y a effectivement un certain nombre d'enfants qui ont compris que, comme ils ne voulaient pas ce programme de va travailler, fais des efforts, puis tu verras après, en réalité, ils se sont dit, après tout, l'argent, c'est pas si important que ça. Bon, généralement, la réalité viendra leur expliquer qu'il faut quand même faire quelque chose. Heureusement, mais en fait, il ne faut pas voir ça comme mon enfant va mal. Ouais. Je pense au contraire, c'est parce qu'en fait, au fond d'eux, ils vont très bien. Ouais. C'est le système qui ne va pas. Non, mais c'est ça. C'est qu'eux, ils aspirent à autre chose. C'est ça. Ouais. Eux, c'est la première des choses à leur dire. En fait, ils vont bien. À partir du moment où émotionnellement, ils sont en train de vivre quelque chose d'intense, ça veut dire qu'ils sont vivants, tout simplement. Et le vivant nous offre d'expérimenter des traversées qui ne sont pas toujours faciles. Mais j'ai envie de dire qu'au contraire, c'est des jeunes qui, au fond d'eux, vont très bien, en fait. Mmh. C'est simplement le contexte dans lequel ils évoluent. Ce que tu me disais, c'est que c'est des jeunes qui du coup, ont vraiment cette vraie... ils sont imprégnés par le fait d'être vraiment créateurs de leur vie et de ne pas se sentir imposés de tout ce qu'on leur demande. C'est ça, ils ont envie de créer leur vie. La génération, notamment de ceux qui sont nés à partir des années 2000, là, c'est une génération qui aspire beaucoup au collectif, qui a des valeurs de fraternité, qui a des valeurs d'équité, qui a des valeurs autour de l'environnement, qui a vraiment une forte connexion et une ouverture de conscience de ce qui se passe sur cette planète, qui ont des valeurs de paix et qui n'aspirent qu'à ça, en fait. Qui ont des valeurs qui ne sont pas forcément liées à l'argent, c'est-à-dire à cette accumulation de biens de consommation qui ne fait pas de sens pour eux. Donc en fait, on est c'est comme si on était un peu dans une transition, on vivait une période de transition
dans lequel il y aurait, alors j'appelle ça un ancien monde, c'est-à-dire celui que nous, on a connu, qui a prôné des valeurs de consommation, de course effrénée à toujours plus, c'est le monsieur plus de Batzen, hein, c'est exactement ça. Et cette génération qui arrive et qui a besoin de temps, qui a besoin de se connaître, qui a besoin de retrouver le sens du vivant. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on ressent aujourd'hui dans notre société. C'est un peu comme s'il y avait deux énergies qui étaient totalement contradictoires entre ceux qui aimeraient que tout redevienne comme avant après cette période qu'on vient de passer, et puis ceux qui aspirent à un vrai changement. Oui, qui se rendent compte que grâce à ce qu'on a vécu, il y a quelque chose, il y a comme une bascule, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Alors, c'est vrai que ça ne se crée pas dans l'instant T, hein, mais ça va se créer de génération en génération. C'est ça. Et qu'il y a un vrai changement. C'est ça. C'est que cette période qu'on vient de vivre avec ces confinements successifs, et puis, c'est un peu comme si c'était venu mettre en valeur toutes les défaillances de notre système, avec l'accentuation des inégalités sociales, qui a plus que jamais été mise en valeur, avec cette destruction de notre environnement naturel, dont on se demande, au vu des catastrophes climatiques qu'on a vécues également, jusqu'où ça peut aller. Donc, il y a un peu cette prise de conscience actuellement chez certains, pas chez tout le monde malheureusement, mais il y a un peu cette prise de conscience des limites de notre planète et des limites de ce système qui surexploite à outrance les ressources naturelles. Les jeunes sont très, très sensibles à ça. Oui, parce que c'est eux qui vont vivre dans l'avenir sur cette planète. C'est eux qui vont transmettre aussi aux générations futures. Et donc, 5 dimensions qu'il faudrait maîtriser. Première dimension, l'épargne, pour faire rapide, parce que la leçon numéro 1 de l'argent, et notamment puisqu'on parle de parentalité, c'est notamment la tirelire. La leçon numéro 1 qu'on a de l'argent, c'est l'argent qu'on met de côté, la tirelire. Et ça commence par ça, ça finit par ça. Quand on avance dans l'âge, qu'on prend sa retraite et que peut-être on est en avançant dépendant à un moment donné, parce qu'on gagne quand même un trimestre tous les ans d'espérance de vie, ça se résume à ce que j'ai assez d'argent de côté pour être serein et pas dépendre notamment de mes enfants et pas forcément être un poids, mais être plutôt quelque chose le plus positif possible pour les années qui restent à vivre. Donc, la notion d'épargne, ça c'est le premier sujet, c'est de se dire, est-ce que vraiment j'ai des effets de levier sur mon épargne? Est-ce que j'ai réellement de la connaissance financière qui fasse, alors je vais être un petit peu provoquant, hein, excuse-moi, mais c'est l'idée, mais est-ce que réellement j'ai des choses qui performent à 2 chiffres? Parce qu'épargner à 0,5 à 2%, à peu près ce que tout le monde fait plus ou moins, sauf que tout le monde n'est pas dépendant financièrement, il n'y a que 3% de la population qui le sont, donc ça veut bien dire que c'est nécessaire mais pas suffisant. Est-ce que j'ai des solutions sur de l'épargne qui permettent, en étant là aussi éthique, responsable et en faisant pas n'importe quoi, donc la spéculation, tout ce genre de choses qui ne créent pas de valeur et qui sont des choses qui sont plus destructives que constructives, j'y vais pas. Et c'est quelqu'un qui fait ce métier depuis 30 ans qui te le dit. Il y a des façons de créer de la valeur et d'avoir des rentabilités fortes, y compris à 2 chiffres, en créant une planète meilleure, pas en exploitant ses ressources ou pas en faisant en sorte qu'elle soit polluée ou dans une pire situation que ce qu'on l'a trouvée. Donc, encore une fois, c'est un éveil des consciences, mais partez à la recherche ou venez me chercher si vous avez envie de creuser le sujet. 1, c'est l'épargne, je fais rapide. 2, c'est le crédit. Le crédit, c'est comme le feu, je vous disais à la NBS, c'est capable du pire et capable du meilleur. Le feu, c'était une peine de mort au Moyen-Âge. Le feu, c'est avec l'incendie, ça détruit tout. Et paradoxalement, le feu nous a sauvés quasiment tous. Avec la cuisson des aliments, si on n'avait pas fait cuire certains aliments, on serait peut-être mort intoxiqué avec des bactéries qui ne sont pas détruites dans le cadre de la cuisson. Donc, le feu, c'est comme le crédit.
C'est capable du pire, c'est capable du meilleur. Très souvent, les gens qui ont un rapport au crédit qui est défavorable, c'est parce qu'ils ne connaissent que cette moitié de l'équation. La moitié qui détruit parce qu'on paye les choses avec des intérêts, voire avec des intérêts exorbitants si on vit à crédit. Et c'est un puissant fond et c'est une spirale infernale, le surendettement. Mais à contrario, l'endettement peut être source de création de valeur et là aussi de manière extrêmement virtueuse en ce moment, avec des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas sur ces 50 dernières années. Donc là aussi, c'est de se dire, est-ce que j'enseigne à mes enfants et est-ce que moi-même, je suis en situation de se dire, est-ce que je fais bien la part des choses entre une dette stupide d'une dette intelligente, une dette qui détruit de la valeur, une dette qui construit de la valeur. Le troisième sujet, on avait vu 1, épargne, 2, le crédit, 3, l'immobilier. L'immobilier, parce que c'est le poste de dépense numéro 1. C'est là où on met le plus d'argent et c'est là où nos enfants, très rapidement, quand ils vont rentrer dans la vie active et qu'ils vont être locataires, souvent au début, ils vont vite comprendre qu'avoir un toit, c'est de loin le poste de dépense qui leur coûte le plus. L'idée, c'est de se dire, c'est là où ça nous coûte le plus dans nos vies, mais c'est probablement là où on en sait le moins. C'est là où on a le moins de connaissances, c'est là où on a le moins de décodeurs allumés. Et j'en veux pour preuve un exemple très simple qui est de se dire, alors je vous l'ai dit à l'NBS, j'ai eu beaucoup de retours, donc je pense que je vais utiliser cette même image parce que visiblement elle a marqué, c'est de se dire, s'il y avait une idée à retenir en 2021 de mon intervention sur le rapport à l'argent, c'est de mettre des perles dans votre vie. Un peu à l'image d'Israël qui dit « mets des paillettes dans ma vie, Kevin ». Ben moi, Richard Sanchez vous dit « mettez des perles dans votre vie ». Et aidez vos enfants à mettre des perles dans leur vie. Perles, c'est un acronyme, c'est 4 lettres, P-E-R-L. P pour passif. Alors, de quoi passif? Des revenus. Mettez des revenus perles en réalité, des revenus passifs, arrêtez d'échanger du temps contre de l'argent et mettez en place des choses qui travaillent, que vous soyez là ou pas. Alors, avec l'immobilier, on le comprend. Quand j'ai des loyers, par définition, j'ai bien un revenu qui tombe, que je sois ici, ailleurs, en France, à l'étranger, que je dorme ou que je sois en train de travailler ou je fasse autre chose. Donc, P pour passif. R pour récurrent, P-E-R-L. R, le troisième, récurrent pour dire que ces revenus, ce n'est pas une fois, c'est tous les mois, c'est tous les ans, voire sur des générations. On parle de parentalité. Mettre en place des revenus perles, c'est se préparer des revenus pour soi et les transmettre sur des générations, ce qui peut être un très, très beau projet. Et enfin, le E et le L, c'est pour effet de levier, je le disais tout à l'heure, faire en sorte que quand je fais un effort, ça démultiplie. Donc, si j'avais un premier conseil à vous donner, décidez en 2021, ce n'est pas encore fini, je crois que vous allez nous entendre en novembre, il restera encore un peu de temps. Et si c'est trop tard, en 2022, c'est jamais trop tard, de mettre en place des revenus perles dans votre vie, c'est le rapport avec l'immobilier. 4, je finis, le rapport avec l'impôt, la fiscalité. La fiscalité, pour faire simple, c'est en fait, ça revient à remplir une baignoire. Et c'est pour prendre son bain, par exemple, si j'augmente le débit de la baignoire, j'ouvre le robinet, entendons par là pour remplir la baignoire plus vite, ni plus ni moins, on ouvre le robinet pour que ça aille plus vite et qu'on n'attende pas demi-heure en train d'avoir froid et de grelotter. Si j'ouvre le robinet, la non-maîtrise de la fiscalité, ça revient à se dire que dans cette baignoire-là, il y a des trous. Et en fait, plus je vais augmenter le débit, comprenez par là, plus je vais gagner d'argent, plus les trous de la baignoire vont grossir. La fiscalité, ce sont des trous à géométrie variable. Plus mes revenus sont importants, plus mes trous sont importants, plus j'augmente le débit, plus les trous augmentent. Et donc, l'idée, c'est de se dire, là aussi, apprenons à nos enfants à utiliser la fiscalité intelligemment et à s'enrichir avec la fiscalité, à colmater ces trous, et à faire en sorte que la baignoire se remplisse plus rapidement et que là aussi, si je reviens sur l'image de la fiscalité, qu'ils puissent s'enrichir avec les impôts. Et enfin, le dernier point, la retraite, c'est de se dire, la retraite, c'est le rapport avec l'argent plus tard. Et on l'a compris, si je maîtrise mon rapport avec l'épargne, l'immobilier, le crédit, l'impôt, il y a de fortes chances que la retraite, ma trajectoire financière, qui serait l'addition des stratégies sur ces 4 autres sujets, soit bien meilleure. Et on permet... Parce que vivre ensemble sous le même toit, à longueur de journée, ça peut être exigeant, là, des fois. Oui. Ouais. Alors moi, je trouve que la première chose à se poser comme question, donc si on est un couple, on est très amoureux, on aimerait aller vivre ensemble et recomposer. Bon, plus il y a d'enfants à mettre ensemble, plus les risques que les enfants ne s'entendent pas sont élevés. Plus il y a des écarts d'âge, donc je ne sais pas, moi j'ai 2 ados, puis lui a 3 jeunes enfants, les écarts d'âge, c'est aussi un facteur de risque que ce soit difficile. Après, moi je devrais peut-être regarder les enfants de l'autre, justement, et me demander, est-ce que je peux m'attacher à ces enfants-là? Est-ce que j'ai envie de développer une relation avec ces enfants-là? Est-ce que je suis prêt à les acheter, eux, tels qu'ils sont présentement?
En ayant conscience que oui, je vais avoir une influence, mais je ne vais pas refaire leur éducation ici à court terme. Donc, est-ce que j'ai envie de vivre le quotidien avec ces enfants-là? Est-ce que j'ai envie de m'investir? Et je pousserai un petit peu plus loin à savoir, est-ce que j'ai le goût que cet enfant-là s'investisse aussi dans la relation que je vais avoir avec? Trop souvent, dans des relations qui peuvent être superficielles, il y a des parents qui vont présenter, ils vont enchaîner, on va dire, les nouveaux conjoints, où est-ce que les enfants sont rendus à un stade où est-ce qu'ils n'ont plus envie de s'investir avec des nouveaux conjoints. Donc, c'est une question qu'il faut se poser. C'est une question que je m'étais vraiment posée aussi, de dire, ben écoute, est-ce que je veux que Louis s'attache à moi? Est-ce que je suis assez solide dans la relation pour que je veuille vraiment que Louis s'attache à moi? Parce que lui, il m'avait dit clairement, il m'avait dit, tu sais, j'ai peur de t'aimer, Nancy. Parce que si jamais toi et papa, vous n'êtes plus ensemble, ben je vais avoir le cœur brisé. Il dit, mon père et ma mère, même s'ils ne sont plus ensemble, ils vont rester mes parents. Mais si vous n'êtes plus ensemble, toi, tu ne seras plus ma belle-mère. Je ne te verrai plus. Et il faut l'avoir en tête, ça. Ensuite, ben, je vais essayer d'observer, moi, mon nouveau copain et me dire, ben, quand je le regarde aller avec ses enfants, est-ce que je suis la plupart du temps confortable avec sa façon d'intervenir? Est-ce que je serais confortable qu'il intervienne de la même façon sur mes enfants à moi? Parce que si je le regarde et que je le vois beaucoup crier sur ses enfants et que pour moi, c'est inconcevable que quelqu'un hausse le ton sur ma fille, je ne vais pas m'embarquer. Je ne vais pas m'embarquer. Est-ce qu'on a sensiblement les mêmes valeurs éducatives, sensiblement les mêmes modèles éducatifs? Et là, c'est important de juste préciser, ce n'est pas à 100%. Non, non. On ne doit pas avoir... Exactement. On se doit d'avoir les mêmes bases au niveau des valeurs, mais accepter qu'on ait des différences aussi. Et est-ce que je suis capable de vivre avec ces différences-là sans chercher à modifier le nouveau conjoint et la façon dont il avait d'éduquer ses enfants de son côté? Oui, exact. Donc, tu sais, on peut tolérer, c'est ça, certaines différences, mais tu sais, règle générale, est-ce que je suis confortable avec ça? Et moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'on soit sur le point d'aller en recomposition familiale ou qu'on soit en recomposition familiale, qu'on s'assoie et qu'on mette sur table quelles sont nos valeurs. Et là, moi, quand je parle de valeurs, des fois, je le tourne davantage dans quels sont en priorité les trucs que tu veux vraiment transmettre aux enfants. Les apprentissages que tu voudrais qu'ils retirent. On arrive dans la vie, on est des merveilles, mais on est à moitié, voire plus, congelé. Et notre partenaire, non seulement il est vivant là où nous, on a beaucoup congelé, tu sais, on appelle ça des incompatibilités, des différences. En vrai, c'est quoi? J'avais tout, j'ai dû congeler ça et ça et ça et ça, et toi, waouh, tu les as. Et ça va me faire tomber raide dingue. Très souvent, les couples décrivent que ce qui les a attirés au début commence à les agacer au fur et à mesure. Normal. Quoi, tu te permets de parler avec ta grande voix et de chanter à tue-tête, alors que moi, j'ai appris, je sais, dans une maison, quand on veut être accepté, on doit rentrer à l'intérieur, on ne doit pas faire de bruit. Alors, ça m'attire tellement que tu aies gardé ça, et en même temps, quand tu es là-dedans, je ne peux pas. Tu vois? En fait, notre partenaire, c'est notre plan de croissance sur pattes. C'est la route retour vers nous-mêmes. Sauf que on s'engage dans le fight. Et ça, c'est le message principal de l'intelligence amoureuse. Si tous les amoureux du monde pouvaient comprendre ça, ce que tu m'amènes qui va m'agacer, qui va me donner envie de me mettre en conflit avec toi, c'est un cadeau.
Et souvent, c'est un cadeau croisé. C'est-à-dire, quand on va dans le monde de l'un et dans le monde de l'autre, on comprend le cadeau. Même dans les plus grandes trahisons, même dans les choses les plus difficiles. Et là, je parle de ce qui reste dans le pacte humain. Hein. Oui, oui. Je ne parle pas de violence extrême, je ne parle pas de viol, je parle pas de... je ne suis pas dans ce registre. Hein. Il y a des moments, il faut quitter la relation. Mais tout ce qui est de... toutes ces tensions, ces agacements qui finissent par faire un cauchemar au quotidien, hein, ce sont des clés de développement personnel. Et il y a des outils pour ça. Dans l'intelligence amoureuse, ma passion, ma mission, ma vocation, mon obsession, c'est de créer des outils, des process à deux, des autoprocess pour mettre le doigt là-dessus et faire ce job de l'amour. L'amour, il est là pour nous ramener à nous-mêmes. Et on passe à côté. Tu sais, on parle de ça aussi, hein, parce que là, tu parles du couple, mais on le dit aussi que les enfants, c'est aussi un peu le ciment de ton développement personnel. Donc, il y a le couple et il y a les enfants. Tellement. C'est-à-dire que les boutons sur lesquels ton partenaire ne va pas avoir appuyé, c'est tes enfants qui vont s'en charger. C'est exactement ça. C'est vrai, oui. Exactement ça. Mais oui. D'une façon générale, toutes les relations appuient là où on a quelque chose à redéployer. Mais le bocal du couple, c'est un laboratoire ultra intense. Les jours, les nuits, tous les projets, l'éducation, la sexualité, tout est dans ce laboratoire. C'est notre plus grand laboratoire de vie. Et donc, j'avais interviewé Olivier Callon qui a écrit « Vive les vieux ». Et je vais vous lire la partie pour les grands-mères. Donc, il parlait des chicoufs, chic ils arrivent, ouf ils repartent. Alors, voilà ce qu'il donne pour les grands-mères. Garde-fou, complice, confidente, babysitter, transmetteur, banquier, pacificateur. Il est difficile l'exercice qui consiste à jouer pleinement ses rôles tout en restant à sa place et en s'adaptant aux turbulences des familles, décomposées, recomposées, mouvantes. Nouvelle place, nouveaux repères, nouveaux enjeux, nouvelle grand-mère. Cela fait longtemps qu'elle ne porte plus ni jupe grise, ni cheveux en chignon, et qu'elle ne tricote plus de pulls en jacquard pour leurs petits-enfants, qui ne les porteront pas de toute façon. La plupart du temps, les grand-mères actuelles sont des femmes encore actives, qui pratiquent un sport régulier, ont une vie sociale riche, qu'elles soient encore en couple ou non. Pour résumer, elles sont femmes avant d'être grand-mères. Et si leurs petits-enfants représentent une composante essentielle de leur vie, elles ont également d'autres centres d'intérêt pour le plus grand profit aussi de leurs petits-enfants. J'ai trouvé que c'était bien. En tout cas, ça résume bien le rôle des grands-parents. Alors, peut-être que ça ne correspond pas non plus à chacun. Oui. Cette définition, parce qu'on le fait aussi en fonction de ses propres valeurs et peut-être que... Oui, c'est juste que moi, j'ai eu de la chance d'aimer ma grand-mère, d'avoir été aimée par mes parents. Donc, du coup, ça se perpétue. Si j'ai des soucis, ce n'est pas de ce côté-là, tu vois, mais bon, c'est ma chance aussi. Et c'est ça. Et parfois, dans certaines familles, ça ne se passe pas bien. Oui, alors moi, je laisse mes filles faire. Hein. Ouais. De toute façon, elles sont beaucoup trop fortes, si tu veux. Je peux pas, jamais je marcherai sur leur plate-bande. Elles ne me laisseraient pas faire, de toute façon. Ben, c'est ça. Est-ce que la recette, c'est ça, justement? C'est de pas s'immiscer dans l'éducation que portent les parents sur leurs enfants. Même si toi, parfois, tu n'es peut-être pas d'accord avec ce qu'elles veulent transmettre, est-ce que la recette, c'est pas s'immiscer? Qu'est-ce que tu veux si tu n'es pas d'accord? Tu es bien obligé d'être d'accord. Et puis, personnellement, j'ai 3 filles, mais elles sont têtues. Tu ne peux jamais leur faire changer d'avis. Bon, peut-être leur mère est comme ça aussi, tu vois. Donc, ce n'est pas la peine. Ça fait longtemps que je n'essaye plus, tu vois. Mais ça n'empêche, tu vois. Par exemple, la dernière, mon petit-fils est bilingue parce qu'on parle anglais aussi à la maison. Enfin, pas à la maison, mais on les a élevés à l'étranger. Donc, elle lui a pas enseigné à apprendre à lire en français, tu vois. Moi, j'ai dit, j'ai dit non.
Moi, je lui apprendrai à lire. Je vais acheter des livres, on lit tous les soirs. Oui, c'est complémentaire en fait. Oui, elle lui apprend l'anglais, moi je lui apprends le français. Voilà, c'est ça. Au final, vous êtes juste complémentaires. Ah oui, elle n'est pas contre, bien sûr, mais j'ai exigé mon temps de lecture en français, tu vois. Et aussi, tu vois, comme le deuxième qui est ado, il fait du piano. Et puis pendant le Covid, confinement, etc., il ne voyait pas sa prof. Et puis j'ai dit, écoute, la semaine prochaine, tu me joues ton morceau. Donc, il me téléphone et il me joue son morceau, tu vois. Il y a quand même, ils n'oseraient pas trop me désobéir, tu vois. Il y a un vrai respect. Je ne sais pas si c'est le mot respect. Ouais. J'ai bien aimé quand tu as dit, on va parler du respect, mais respect de ses besoins, respect des limites. Parce que souvent, quand on parle de respect, on dit juste le mot respect. Mais en fait, ça veut dire quoi, respecter? En vrai, ça veut rien dire, respecter. Juste le respect comme ça, un enfant ne sait pas ce que veut dire, en fait, respecter. Du coup, c'est important vraiment de dire respecter quoi. Et quand on parle de respect, j'aime bien, c'est-à-dire que respect, si on regarde la racine latine, par exemple, ça veut dire respectare. Regarder. Spectare, c'est regarder. Regarder à nouveau. Le respect, c'est vraiment quelque chose d'actif, d'engagé. Et pour respecter, on a besoin de comprendre. C'est vraiment ça, je pense, une des clés où... donc on va parler de plusieurs aspects de comment enseigner le consentement, mais pour moi, la base, c'est on ne peut pas respecter les besoins de l'autre, les limites de l'autre, son propre corps, si on ne comprend pas ce qui s'y passe. Et donc, c'est vraiment à partir de cette idée-là, en fait, pour respecter, il faut comprendre qu'on va pouvoir venir amener des outils sur, en fait, qu'est-ce qui est important de dire aux enfants, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de leur dire. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin de comprendre sur comment ça fonctionne eux à l'intérieur et comment l'autre fonctionne pour pouvoir du coup respecter les limites de l'autre, respecter les besoins de l'autre. Voilà, c'est vraiment déjà à partir de cette perspective que j'ai envie d'en parler. Et souvent quand on parle du consentement, une des questions qui vient, c'est à partir de quel âge est-ce qu'on en parle? Comme si souvent pour la question de l'éducation à la sexualité, les parents se réveillent, du moins sont interpellés à partir de la puberté, à partir du moment où il a 13, 14, 15, 17, plus. Il y a certains parents pour qui c'est vraiment difficile d'accepter que son tout petit grandisse. Mais en fait, c'est pas à 13 ans qu'on commence à enseigner le consentement, le respect, l'écoute de l'autre. C'est des tout petits. Et dès tout petit, on ne va pas faire une éducation à la sexualité de c'est ci et c'est ça et rentrer dans plein de détails. Par contre, pour commencer déjà de la base, comment est-ce qu'on nomme les organes génitaux des enfants? Est-ce qu'on dit juste ton zizi, ta zézette, en bas, tes parties privées? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas dire les vrais mots? Moi, je pense que dans l'idée de pour respecter, il faut comprendre. Comprendre, c'est aussi savoir qu'on peut en parler. Si on n'a pas de mots pour parler, c'est vraiment difficile. Comment on fait pour respecter quelque chose dont on ne peut même pas parler? Donc pour moi, la première chose, c'est de dire, voilà, quand on fait la douche, la toilette, quand ils sont petits, en grandissant, ça c'est ton pénis, ça c'est ta vulve. Et puis petit à petit aussi, quand ils grandissent, qu'ils sont capables de se laver seuls, dire, maintenant, cette partie-là, ton pénis, ta vulve, tu la laves toute seule, tout seul. Personne d'autre que toi n'a le droit de toucher. Mais c'est pareil, par exemple, sur la question des règles, plein de parents me disent, mais à partir de quel âge est-ce qu'on parle des règles? Je dis, à partir du moment où la maman n'est plus enceinte, rapidement, elle va avoir ses règles à nouveau. Donc, dans la salle de bain, peut-être qu'il va y avoir des tampons, peut-être qu'il va y avoir des serviettes, plutôt que de tout cacher, ou peut-être que voilà, une fois par mois, il va y avoir un syndrome prémenstruel, on va être plus sensible. On peut dire les choses très, très simplement, en fait. Donc, c'est pour moi tout ce qui touche déjà au corps, vraiment important d'utiliser les vrais mots et d'en parler facilement et librement. Surtout que c'est plus facile de parler aux petits de leur corps qu'à l'adolescence. Justement, à 13 ans,
justement, quand on se construit, on a besoin de sa bulle d'intimité. C'est là que ça devient compliqué d'aborder les sujets du corps, de la puberté, tout ça. C'est beaucoup plus simple à faire avant. Oui, parce que surtout qu'à l'adolescence, ils n'ont pas forcément envie d'entendre de la bouche de leurs parents. Oui, complètement. Complètement, et c'est normal parce qu'à l'adolescence, c'est devenir adulte, c'est créer sa propre bulle. Et rentrer dans la sexualité, on n'a pas envie que papa, maman soient là à surveiller, tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler, mais sans rentrer dans l'intimité. Donc en fait, ça amène à ça, la symptothermie au début, quand on est une femme, on s'y intéresse parce que souvent, c'est une revendication parce qu'on a plus envie de prendre la pilule. C'est souvent comme ça en ce moment. Il y a beaucoup de femmes qui veulent arrêter la pilule. Mais on découvre tous les bénéfices secondaires. Et moi, aujourd'hui, j'en parle beaucoup en mode mais qu'est-ce que c'est important de savoir comment fonctionne notre corps de femme, tu vois. Et en tant que jeune femme, si dès le début, on est, on est initié à ça, on éviterait beaucoup de choses, de tabous, de moments où on est mal à l'aise, etc., etc. Parce que ce soit la relation émotionnelle que tu as avec les phases de ton cycle, les symptômes physiques, tu comprends tout et du coup, voilà, la féminité, c'est normal, ça fait partie de toi et c'est OK. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, aujourd'hui, ça a été beaucoup le produit de non-dit. On laisse beaucoup de mystères, alors qu'il y a un mystérieux, c'est accessible à toutes les femmes. Il n'y a aucune femme qui est suffisante. Toutes les femmes peuvent, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 10 pour comprendre comment fonctionne le cycle menstruel. C'est là, c'est à nous, c'est accessible. Donc voilà. Mais tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a un moment, on a l'impression d'avoir mis un tel couvercle dessus qu'on finit par pas déjà par accepter qu'on met un couvercle dessus et à ne plus ressentir ce qui se passe dans notre corps. Et comme tu dis, voilà, tu dis un truc essentiel, c'est qu'on finit par ne plus ressentir. C'est-à-dire qu'il se passe un truc dans le cerveau, quand tu étudies la neurologie, on a dans le cerveau le schéma moteur et sensitif de notre corps. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, tu sais, ça fait la forme du corps. Enfin bref, tu as des schémas, tu as des neurones pour chaque partie de ton corps, donc aussi bien pour la partie motrice que la partie sensitive. Une partie que tu n'utilises plus ou pas, les neurones destinés à cette partie de ce corps diminuent et ça régresse. Et quand tu te mets à stimuler ou à recréer des sensations, à remettre une attention sur cette partie de ce corps, le schéma augmente. Donc oui, en fait, on finit par ne plus rien sentir. Pourquoi? Parce que l'information, on ne l'utilise pas et on pense qu'elle ne sert à rien. Donc si elle ne sert à rien, le cerveau ne va pas chercher l'information. Par contre, dès qu'on commence à recréer du lien, au début par ce que je vais dire là, par exemple, expliquer comment observer sa glaire, qu'est-ce que la glaire, le lien avec la température, avoir des sensations au niveau de la vue, se sentir mouillé, humide, sèche, ça veut dire quelque chose. Pendant les règles, ressentir nos contractions, etc. Quand tu commences au début, c'est dans le mental parce que tu te dis, mais je sens rien. Mais après, tu vas sentir quelque chose un peu plus grossier. Tu vas sentir genre quand ça coule, un événement. Et là, cette information, tu vas dire à ton cerveau, ça veut dire ça. Quand je sens que ça coule dans ma culotte, ça veut dire que j'ovule. Donc du coup, tu vas recréer pour ton cerveau un intérêt à la sensation. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un cycle, 2 cycles, 3 cycles? Naturellement, tu vas tout sentir. Donc en fait, c'est ça, c'est un vrai apprentissage qui ne se fait pas comme ça sur le premier mois. Voilà, on est sur un apprentissage sur du court, moyen terme, quoi. Voilà. Et c'est OK parce que en fait, c'est une expérience. C'est pas un apprentissage du mental. OK, au début, on passe par des notions théoriques qui ne sont pas non plus très compliquées. On passe par là. Et après, on passe par j'expérimente dans ma vie et dans mon corps. Et là, ça devient délicieux parce que tous les jours, il se passe quelque chose et tous les jours, tu fais OK, d'accord. Donc, quand il se passe ça, ça veut dire ça. Alors, mais il y a peut-être une seule chose à savoir. Et Clicky, c'est ça. C'est que le monde Internet est basé sur la donnée personnelle. Voilà. La donnée personnelle, c'est le fuel, c'est le pétrole d'Internet. Comme dans notre monde physique, aussi économiquement, c'est ça. Et que donc, tout ce qu'on fait, ce sont des informations personnelles qu'on donne sur nous, pour nous,
Et puis que rien n'est gratuit parce que quand on pense que c'est gratuit, ben c'est nous qui sommes le produit. Voilà, c'est des petites règles comme ça. Et puis il y a un truc qui, moi, alors ça n'a rien à voir avec ma connaissance technologique, c'est vraiment en tant que thérapeute, je me suis posé la question de comment ça se faisait que j'avais en cabinet des adolescents qui venaient me voir en disant je ne sais pas ce qui m'a pris, mais voilà, j'ai fait une grosse bêtise, mais je me suis déshabillée. Voilà, je me suis déshabillée et j'ai repris connaissance après. Hein. Ils me disent souvent, j'ai repris mes esprits après et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, ça a été une fraction de minute. Tu sais, c'est 2 minutes, ça va peut-être me gâcher la vie, mais à ce moment-là, j'étais pas là. Et je dis, comment ça, t'étais pas là? Et il me dit, non, j'avais pas ma conscience. Et ça m'a, enfin, en tant que thérapeute, en tant que maman aussi, parce que j'avais très peur pour mes enfants, je me suis dit, ouais, mais il y a un truc là. Il y a un effet absorbant de l'écran, tu sais. C'est absorbant et il y a une histoire d'influence aussi. Il y a une influence, mais il y a surtout le fait que, si tu veux, à un moment donné, tu es hors temps. D'ailleurs, je suppose que c'est arrivé à celles et ceux qui nous regardent là hein, en ce moment, c'est de se dire je vais faire un truc, ça va me prendre 10 minutes, et puis tu regardes ta montre, il y a 45 minutes qui sont passées. Et c'est ce qui arrive avec les enfants aussi par rapport au temps. La difficulté pour les parents, c'est de dire allez, maintenant c'est fini, stop. Mais pour eux, il y a 5 minutes. Hein. Il n'y a pas du tout les 30 minutes ou les 45 minutes qui sont autorisées. Donc, pour moi, ça se passe en amont. Toute la réflexion, tout ce qu'on doit savoir et transmettre à nos enfants en tant que parents au monde du numérique, ça ne se passe pas nécessairement sur écran et ça ne se passe pas nécessairement en tant que règle de bonne conscience. Règle 1, on va faire ça. Règle 2, on va faire ça. Ça se passe vraiment je crois que plus que jamais, on doit cultiver une certaine intériorité, nos limites aussi. On a nos limites physiques, tu sais, avec le Covid, ce qui s'est passé, etc. On se rend compte que parfois aussi, on se dit on va pouvoir rester entièrement sur l'écran et qu'à un moment donné, on est épuisé, on a les yeux qui sont secs, etc. On a des limites. On l'a dit, l'idée, c'est vraiment de trouver le juste milieu hein, entre le respect de vos propres besoins aussi et des besoins de vos enfants. Alors ça, c'est souvent quelque chose qui paraît comme difficile pour les parents et souvent par les parents qui suivent ce type de sommet parce que vous êtes déjà des parents engagés dans l'éducation de votre enfant, vous êtes déjà sur ce chemin d'avoir envie de vous améliorer, en tout cas de prendre de nouvelles connaissances, de nouveaux conseils, etc. Et pourtant, il faut faire très attention à ne pas vous sacrifier pour vos enfants. Moi, je rencontre beaucoup de familles qui ne vivent que pour leurs enfants, qui mettent toute leur énergie pour leurs enfants, en pensant faire bien, en pensant que c'est la chose à faire, et puis parce qu'ils sont portés par cette envie et par cet amour intense de leurs enfants, il ne faut pas oublier ça. Hein. Mais se sacrifier pour ses enfants, ça peut être très dangereux pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que vous allez donner, on parlait de modèle hein, tout à l'heure, de modèle pour les enfants. Si votre enfant grandit avec un modèle de personne qui n'a pas de limites, ou en tout cas qui ne les respecte pas, qui ne respecte pas ses besoins, qui ne respecte pas ses envies, quel est le modèle que vous lui donnez? Vous lui donnez le modèle pour être aimé par son enfant, par son mari, par ses amis, il ne faut pas exister. Il ne faut pas se respecter, il ne faut pas entendre ses besoins, il ne faut pas entendre ses envies. Donc déjà, dans le modèle éducatif que vous allez donner à votre enfant, ce n'est pas terrible. Et puis ensuite, vous avez besoin de vous ressourcer. C'est un challenge d'être parent. Il faut tenir sur le long terme. On le sait maintenant, hein, que d'abord les enfants restent de plus en plus longtemps dans le cercle familial du fait des conditions sociales, et puis que les enfants deviennent adultes. J'ai lu récemment que pour les garçons, c'est 25 ans au niveau du développement du cerveau. Et ça dure parfois encore longtemps, cet accompagnement parental. Là aussi, parfois toute une vie, le souci qu'on se fait pour ses enfants. Donc, il faut tenir sur le long terme et vous avez cruellement besoin de ces espaces de ressources, de ces espaces où vous n'êtes pas qu'un parent.
Vous êtes vous aussi une femme d'affaires, une femme qui travaille, une sportive peut-être. Vous avez besoin d'aller chercher des choses pour vous ressourcer. Donc, c'est vraiment essentiel de ne jamais culpabiliser, de dire non à votre enfant, de dire bah non, là, je ne vais pas faire la partie de Monopoly parce que là, je suis fatiguée et ce que j'ai envie, c'est d'aller me faire une série Netflix. C'est important d'arriver à faire ça et d'expliquer aussi aux enfants, de dire bah, parce que tu sais, une fois que j'aurai pris ce temps-là, je serai ressourcée pour revenir vers toi et pour qu'on repasse des bons moments ensemble. Et les enfants, vous allez voir si vous faites cette expérience, je vous invite à ne pas me croire sur parole dans tout ce que je viens de vous dire, mais à expérimenter, à faire des essais chez vous et à observer ce qui va se passer. Et là, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'au début, les enfants, ils rechignent un peu en disant « Comment ça, maman n'est pas tout à moi, n'est pas que à moi ?» Et puis, petit à petit, ils vont se rendre compte qu'ils ont un gain important. Et le gain important, c'est que vous allez être beaucoup plus disponible dans les vrais moments que vous allez passer avec eux. Parce que quand on n'a pas envie de faire un truc avec son enfant et qu'on le fait quand même, eh bien, les enfants, ils le sentent. Ils sentent qu'on n'est pas pleinement là. Et quand on parle de parentalité authentique, c'est aussi ça l'authenticité. C'est aussi dire, OK, je t'aime toujours autant, ça n'a rien à voir avec l'amour que je te porte, mais là, moi, j'ai besoin d'un moment pour moi. Et quand on va se retrouver, je serai ravie de te retrouver et je serai ravie de reprendre du temps avec toi. Et vos enfants, ils vont se rendre compte que quand vous revenez, vous êtes pleinement là. Vous avez réellement envie d'être là. Donc, ils vont avoir un bénéfice et très vite, ils vont même vous proposer d'aller vous reposer un petit moment ou d'aller faire parce que vous serez mieux après, simplement. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Fabienne, je ne sais pas si tu as des questions ou quelque chose que tu voudrais que j'approfondisse un petit peu plus sur ce thème. Ce que je trouve vraiment important, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, enfin, c'est un peu ma définition moi, du bon parent, c'est de faire au mieux c'est ça. avec les acquis qu'on a, avec les compétences qu'on a, et au mieux, mais à l'instant T. C'est ça. Et après, après et pendant, en fait, il faut savoir profiter de ce qu'on a fait, de pouvoir voir le résultat de ce qu'on a mis en place et que toutes ces petites choses, c'est vraiment des petites choses de la vie quotidienne, hein, ce que je viens de raconter, ça nous ressource. C'est ça qui nous remplit, voilà, de plein d'amour, de plein de fierté aussi, des fois des essais, des fois des erreurs, bien sûr, mais tout ça, au moins, on a essayé et on a cherché à mettre en place cette relation. Et tout ça, c'est ce qui nous fait grandir en tant que parents. Et puis, c'est ce qui fait grandir forcément l'enfant par répercussion. Donc, voilà, l'étape profiter, je pense qu'elle est très, très importante parce que, voilà, toutes ces petites énergies viennent vers nous. Et puis nous, voilà, on peut retransmettre, en fait. Si on ne s'occupe pas de nous en tant que parents, on ne peut plus rien retransmettre autour des enfants. Et donc, voilà, s'occuper des enfants, c'est vraiment hyper centré sur les enfants. Et en fait, transmettre, on transmet, mais ça nous revient aussi toujours. Donc, voilà, il y a aussi cette étape de profiter de chaque seconde, finalement. De chaque seconde avec les enfants peut nous renvoyer une petite... moi, j'ai des petites billes de lumière là, qui arrivent et qui viennent vers moi facilement. Voilà, parce que je visualise ça comme ça et j'aime bien, je trouve ça rigolo. Mais voilà, des fois, juste même au milieu d'une dispute ou au milieu d'un moment où voilà, les devoirs du soir, on ne sait plus quoi faire, on est un peu perdu, juste arriver à respirer un coup et se dire mais waouh, quelle belle opportunité j'ai là de transmettre des choses formidables à mes enfants. Voilà, des fois, c'est juste changer de regard et ça nous remplit d'énergie plutôt sympa. Ouais, c'est ça qui est important, ce que tu dis aussi, c'est cette relation à deux, quoi. C'est Jacques Salomé hein, qui disait on a que je t'ai perdu. On a deux bouts, il y a un bout, chacun tient un bout de la relation en fait. Et c'est vraiment cette mise en relation-là qui est importante. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Dans le fait de profiter, il y a aussi célébrer, je trouve, il y a le mot célébrer aussi qui est important. Alors, c'est célébrer parfois
consciemment de cette avancée, de cette relation, de ce petit moment de relation qu'on peut avoir. Donc, c'est célébrer, ça peut être juste un remerciement, juste un bisou, juste un petit mot d'amour. C'est ça aussi. Oui, alors moi, je peux rebondir sur le mot célébrer. Effectivement, oui, je suis d'accord avec le fait de le marquer avec son enfant d'une certaine façon. Alors, tu parlais du monde de demain qui n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. En fait, on est vraiment actuellement dans un monde en évolution. On peut dire qu'il y a eu plusieurs générations, nos grands-parents et les générations d'avant, où le monde n'évoluait pas beaucoup, les mentalités n'évoluaient pas beaucoup. On restait sur un monde assez statique avec très, très peu de changements. Et actuellement, on le voit, ça s'accélère. On vit en fait un virage civilisationnel très intense. Le monde change très rapidement. Et en fait, nous ne pouvons pas nous permettre d'élever nos enfants de façon rigide parce que en fait, le monde dans lequel ils grandissent, ils vont grandir est en perpétuelle évolution et ils ont besoin d'apprendre, pour moi, en priorité, la souplesse et l'adaptabilité. Voilà, donc ça, c'était vraiment la première chose que je voulais partager avec vous. Je pense que vous en êtes tous et toutes conscients. Ça va très vite et le monde d'aujourd'hui ne sera pas le monde de demain et même le monde d'aujourd'hui ne sera pas le même que dans 10 ans. C'est très rapide. Je dirais que ça a toujours été en fait. Il y a eu une grosse évolution entre nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents. Mais c'est vrai que ce que tu dis, hein, moi j'ai vraiment aussi cette impression que tout s'accélère. D'un coup, déjà, on s'en est rendu compte au niveau de l'industrialisation, hein, que tout s'est accéléré. Enfin, si on voit tout ce qui s'est fait en 100 ans, en une décennie, je trouve que c'est extraordinaire en même temps et une telle accélération que ça peut effectivement aussi faire peur. Oui, on peut avoir du mal à suivre, même nous, adultes qui avons grandi dans le XXe siècle et dans le XXIe siècle, on est un peu perdus. Donc, bon, la génération d'avant qui est née au début du XXe siècle, je pense, est complètement dépassée, d'après ce que je vois. Mais nos enfants, eux, sont beaucoup plus souples, sont beaucoup plus plastiques. Et voilà, donc le monde évolue très vite. Et il y a un deuxième point pour lequel c'est vraiment urgent pour moi de changer notre vision de la parentalité, c'est que les enfants qui nous arrivent depuis le début du XXIe siècle sont vraiment différents. Et nous avons, en tant que parents, un rôle à jouer. Ça a été pour toutes les générations, mais vraiment, je le ressens encore plus maintenant que le monde va vite. Nous avons, en tant que parents, un rôle à jouer, une responsabilité, je n'ai pas peur d'utiliser ce mot-là, car l'éducation peut changer le monde. Voilà, c'est un peu le principe de ce sommet-là, hein, et je te remercie effectivement d'ouvrir ce côté un peu philosophique, Fabienne. En fait, l'éducation peut changer le monde et la façon dont on va accompagner les enfants d'aujourd'hui va créer la génération de demain. Moi, voilà, je pense même que c'est l'éducation qui va changer le monde. C'est même l'éducation. C'est par l'éducation qu'on va changer le monde. Oui, effectivement. C'est par tout ce qu'on apporte. Alors, il y a l'éducation effectivement scolaire, il y a l'éducation autonome, c'est-à-dire l'enfant qui va s'éduquer tout seul. Mais en tant que parent, là, ça va développer sur comment, ma vision de comment on peut accompagner aujourd'hui les enfants de demain. Pour moi, on n'est plus, étant donné que le monde est en évolution et les enfants d'aujourd'hui sont différents, donc en tant qu'éducateur, il faut qu'on puisse être plus souple. En fait, pour moi, on est plus, au lieu d'être des parents éducateurs, on va être plutôt des parents accompagnateurs. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient assez visionnaires et qui m'ont accompagnée de cette façon-là. Je les en remercie énormément. Et j'ai effectivement reproduit ce type d'éducation que j'ai trouvé très nourricier et très engageant aussi, qui m'a vraiment mis en confiance, moi en tant qu'individu, pour trouver ma voie et en tant que parent pour accompagner mes enfants. C'est en fait cette vision où en fait on ne va pas essayer de calquer l'enfant à une éducation comme ça s'est fait pendant des générations, où en fait on éduquait comme ça, on éduquait comme ses parents et en fait l'enfant s'adaptait. Puis les enfants étaient peut-être un peu plus facile à adapter à l'époque que les enfants d'aujourd'hui. Et c'est vraiment réussir à changer sa vision de la parentalité. Je ne suis pas l'éducateur qui met tout le cadre et donc il faut que l'enfant reste dedans et sinon, s'il ne reste pas dedans, il faut le ramener par tous les moyens.
c'est apprendre à faire un pas de côté, apprendre à changer sa vision de la parentalité. Ça peut passer également par travailler sur sa propre enfance.